Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant et vous faites bien à travers le Cameroun entier mais surtout à travers l'étranger de nous rester présents mais surtout fidèles. Une grande équipe comme tous les matins, d'ailleurs à point pour vous restituer les réalités du Cameroun à travers les informations qui gravitent autour de la République, mais surtout une équipe qui est au regard des évolutions de la société et des plaintes parfois autour de nous. Nous tenterons encore ce matin de vous y ramener avec des réalités conformes. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2020 et le 5 novembre, autant pour moi, le 5 novembre 2020. Et hier, nous étions le 4 novembre, date de démission du président Amadou Ahidjo. Et voilà, 38 ans après, les Camerounais devraient-ils aujourd'hui regarder l'héritage qu'il a restitué à son successeur constitutionnel, Paul Biya, aujourd'hui aux affaires depuis 38 ans. Peut-on dire au regard des faits que Paul Biya a-t-il respecté et honoré l'héritage que lui a légué Amadou Ahidjo? Les questions sont posées et vous le savez, le 6 novembre c'est demain, jour lui permettant à lui, Paul Biya, d'entrer dans la magistrature suprême. D'ailleurs, tout était acté pour cette date. Nous tenterons encore ce matin certainement d'y faire un petit trait d'union pour mieux comprendre les réalités. Et nous saluons également le regard des Africains à travers l'élection aux États-Unis et depuis pratiquement 48 heures. Comment expliquer que le président Donald Trump demande déjà à la justice de faire son travail? Comment comprendre aujourd'hui que Donald Trump également soit celui qui demanderait de recompter les voix? Finalement, le syndrome africain aurait-il touché les États-Unis aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe véritablement là-bas? Où les grands électeurs, selon les dernières informations en notre possession, Joe Biden serait largement au-devant face à Donald Trump. On attend encore les résultats. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Nous tenterons pendant l'émission de justement nous y arrêter. Et nous saluons la grande famille avec laquelle nous commençons. Charles Mbachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour au ministre des Finances, Monsieur Louis-Paul Motazé. Monsieur le ministre, rien ne va plus à la trésorerie du littoral. Il y a un flou patent dans la gestion de la trésorerie du littoral. Dans tous les cas, les services de la comptabilité est paralysé. Que se passe-t-il exactement là-bas? Il est temps pour vous de lancer vos fins limiers, qu'un audit soit réellement fait. Pendant ce temps, la BEAC attend toujours le reversement de ses fonds. Sujet majeur également, donc interpellation de Charles Mbachou qui nous donne justement de dire au ministre des Finances, attention, ouvrez les yeux, ici à Douala, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses. Merci. Nous reviendrons, monsieur Michel. On reviendra là-dessus. Bonbon Bengan Kandji, vous êtes Bombok. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou-Numba. Nous saluons l'autorité traditionnelle que vous êtes. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez commencé par le 5 novembre 1982. J'y reste moi aussi, justement parce que le 4 novembre 1982, c'était une surprise. Le journal Poste National a commencé avec plus de 20 minutes de retard. On a donc compris le discours. Donc le lendemain, les commentaires étaient partout, y compris nous qui étions dans les champs au village, nous les indigènes. Mais on avait retenu quelques morceaux choisis. Je cite le président Amadou Ahidjo. Nous devons en conséquence considérer que l'accroissement impétueux de la population est inquiétant et pose de sérieux problèmes dont la solution conditionne notre avenir. Notre devoir est alors de faire appel à nos ressources d'imagination, à nos facultés d'innovation et de créativité pour faire en sorte que la stratégie de croissance économique intègre les populations que pose l'expansion démographique de la politique de développement. La proportion élevée des jeunes dans la population active signifie qu'un nombre important et rapidement croissant de ces derniers entreront dans les rangs des demandeurs d'emploi. Il faut naturellement leur trouver l'emploi. Si ces nouveaux actifs ne trouvent pas d'emploi,
ils iront grossir les rangs de nos employés des chômeurs. Alors. L'écart dans la répartition du revenu national pourrait alors s'aggraver et accroître les disparités sociales, créant ainsi un environnement propice à la délinquance et aux tensions sociales. Fin de citation. Il avait tout prévu, il était Il avait tout prévu, il avait vu justement les choses venir. Absolument, puisqu'il avait même dit dans ce qui est considéré comme la feuille de route que la population du Cameroun allait être à 40 millions en 2025 et les mesures avaient été prises, moins élaborées dans le 5e plan quinquennal pour que ces populations-là soient contenues et soient dans le plein emploi. C'est dommage aujourd'hui, le constat est fait sur le terrain. On peut, bien sûr, pour chacun, faire son petit constat. 38 ans après le départ d'Amadou Ahidjo, que reste-t-il, bien sûr, du Cameroun et quelle appréciation peut-on en faire? Les Camerounais, d'ici et d'ailleurs, peuvent-ils être fiers de leur pays, surtout être fiers de leur président actuel? D'ailleurs, le regard reste toujours rivé vers Etoudi. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à l'horreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à l'indignation, bonjour à l'humiliation, bonjour aux insultes, bonjour à la nature telle qu'elle nous amène au monde. Oui, les enseignants ont été exposés hier devant leurs élèves, aussi exposés. Leur nudité a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux, dans toutes les plateformes que vous pouvez trouver sur Internet. On aurait cru à un film qui traduit, n'est-ce pas, la guérilla qui se passe dans certaines zones où on a vécu des crises, sauf que c'est pas ailleurs, c'est au Cameroun, ce n'est pas au Mali ni en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci c'est au Cameroun et ça nous interpelle. Pourquoi des campagnes de sensibilisation ou encore des campagnes de retour à l'école alors que les écoles ne sont pas protégées? La première école à Kumbao nous a dit que l'école n'était pas agréée. Maintenant, 16 autres écoles sont-elles agréées ou pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des hommes, des hommes de la défense qui protègent ces écoles-là et laissent les élèves et les enseignants à la merci de tous? Comment on va réussir maintenant à convaincre les élèves qu'il faut aller à l'école alors qu'à l'école vous pouvez être exposé? C'est même encore avec beaucoup de respect que ces derniers-là n'ont pas abusé de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons et de ces enseignants. Abusé sexuellement, je le dis. Mais là, il faut quand même que quelque chose soit fait. Et bien sûr, Karine Santia va le dire, les images sont insoutenables, inacceptables. Celles venant de Limbé hier qui nous ont montré les nudités de nos sœurs, de nos filles, de nos mères, de la femme, surtout celle qui porte l'humanité aujourd'hui. Comment expliquer que même des enseignants y soient introduits? Quel regard l'élève pourra-t-il ou elle porter désormais sur l'enseignant qu'il ou elle a vu nu? Qu'est-ce qui peut expliquer cette horreur? C'est inacceptable. Et nous condamnons justement ces faits, croyants, interpellants, mais surtout demandant au gouvernement camerounais, a-t-il les coudées franches pour ramener une solution dans la zone en crise? Le gouvernement va-t-il toujours entendre la voix de la France qui semble être celle qui donne des ordres dans cette crise? Le gouvernement va-t-il laisser mourir ses fils chaque jour? Et le gouvernement, quel regard jette-t-il sur les nombreux déplacés internes et externes aujourd'hui? Le gouvernement a-t-il les mains fortes pour ramener l'école dans les zones anglophones? Si oui, le gouvernement est-il à genoux finalement aujourd'hui? Dominique Audrey, Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. À votre suite, moi j'irai individuellement et je demanderai, est-ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille et à côté de ce ministère-là, le ministère des Affaires sociales continuera de garder le silence quand on sait que ce sont des femmes qui portent ce ministère-là et que leurs jeunes enfants, leurs jeunes filles ont été dénudés? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu ces ministères se prononcer même sur la mort de ces enfants qui vont entamer leur dernier voyage dans les heures qui arrivent. Nous sommes jeudi déjà. Comptent-ils rester silencieux, ces deux ministères-là, ces femmes à la tête de ces ministères? Comptent-elles rester encore silencieuses? Ou bien à quand le prochain séminaire sur... non, que la femme ne vote pas pour un certain parti? Voilà. En tout cas, on attend, vous l'avez très bien dit, vous interpellez les ministères des Affaires sociales et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Que dites-vous? Mais nous interpellons toujours et toujours la première dame
du Cameroun, parce que depuis le 24 octobre dernier, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas prononcée sur le massacre des enfants de Kumba. Et nous nous demandons à quoi justement ça sert d'avoir une première dame qui ne s'exprime pas sur la mort des enfants. Ces enfants ne sont-ils pas les siens? Ah, on aura les mots de tête? Vous allez finir par avoir les mots de tête à vouloir trop réfléchir. On l'interprète toujours. Qu'elle réagisse et qu'elle montre justement aux Camerounaises qui la respectent, qu'elle est justement celle qu'on a baptisée première dame. En tout cas, c'est le mère vœu. de la nation. La mère de la nation. C'est notre vœu. On attend de voir. Merci à vous, madame, monsieur. Les plateformes sont connues. 10-12 le Zénith sur Facebook, Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent en live, merci à vous de nous rester présents. Un numéro s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Vous pourrez nous envoyer vos messages et nous les lirons bien sûr ici sur le plateau. Merci de rester des nôtres. L'histoire de ce matin, Dominique Audry, il s'agit de quoi concrètement? C'est l'histoire d'un homme. Un homme qui est âgé de 45 ans. Il raconte que lorsqu'il a été très jeune, il a eu la possibilité d'aller à l'étranger et de retour au Cameroun, il a investi. Et son investissement s'est porté sur l'immobilier. Il a construit des maisons qu'il a commencé à donner à location. Et parmi ses locataires, il a eu un couple d'un procureur pour la femme et le monsieur travaillait aux impôts. Le mari dans le couple, c'était des fonctionnaires. Il dit qu'au départ, les conditions pour entrer dans la maison, chaque partie était d'accord par rapport au contrat. Vous savez qu'on a la possibilité de faire des aménagements, des réajustements. Les deux parties étaient d'accord et pendant un an, tout allait bien. Sauf que le monsieur, lui, il a fait des voyages, il allait s'installer à Yaoundé et ses appartements sont ici à Douala. Donc c'est son petit frère qui était chargé de collecter les bails, les baux. Les bails. Les baux. Les baux. À la fin. Si vous voulez, hein, le bail. Les frais de location de loyer. Voilà. Oui, à la fin du mois. À la fin il y a sensiblement 4 mois, son petit frère est allé collecter de l'argent. Sauf qu'arrivé à la maison, il trouve le monsieur des impôts qui était visiblement très énervé, très fâché. Et il a rabroué le jeune homme sans lui donner de l'argent en lui disant « Va te faire voir, va te plaindre chez qui tu veux, je ne paye pas. Depuis que je vous ai dit que la souris a rangé ma porte ici, vous n'avez rien fait. » Bon. Le jeune homme fait le rapport à son frère aîné qui lui dit voilà, le locataire dit qu'il ne paye pas la maison et tout. Donc ça va faire 2 mois, il ne paye pas. Le propriétaire appelle son locataire et lui dit ouais mon frère, est-ce que c'est comme ça? Paye d'abord, je vais faire venir le technicien. Et on a fait venir le technicien, il a réparé. Sauf que jusque-là, le monsieur dit qu'il ne paye pas parce que voilà, la souris a entré et a rangé des documents et tout et tout. Le monsieur vient à Douala, il essaie de rencontrer son bailleur, à son locataire. Et à maintes reprises, il ne l'a pas vu. Comme il a un immeuble et que juste à côté, il y a sa maison, il a la possibilité de donner à sa maison à des gens dans le quartier, parfois pour des réunions, parfois pour des cérémonies. Il y a une maman qui a perdu son mari, une maman qui l'a vu grandir et la mère la voulait son salon pour recevoir sa comme ça se fait maison de deuil. Comme ça se fait justement chez nous. Voilà, sa maison de deuil et il a donné la maison de deuil. Donc son petit frère était là-bas pour que les gens n'entrent pas dans les chambres et tout. Le bailleur, le locataire d'en bas arrive avec une arme et menace de tirer sur le petit frère parce qu'ils sont en train de le gêner avec les bruits et tout. Vous imaginez la panique et tout. Tout le monde a commencé à sortir en courant et le petit frère, lui, il a sauté par-dessus le balcon et il s'est brisé les jambes. Oui, parce qu'on lui a mis une arme sous la tempe. Je vais te tuer et tout. Donc, il a... Et là, c'est le locataire, justement. Oui, qui a agi le mari de la femme procureure. Oui. Enfin, le monsieur des impôts. Non, son mari. C'est le monsieur des impôts. Oui, qui est le mari de la procureure. Qui est le mari de la femme procureure. Oui. Très bien. Donc, le petit se retrouve aujourd'hui à l'hôpital. Il va donc voir une autorité qui lui dit « Demande le préavis, donnez-lui un préavis pour qu'il parte de la maison. » Lorsqu'il part donner le préavis à son locataire, il lui dit non, je vais te donner 6 mois de loyer et tout, on va arranger, on continue. Il a dit que non, papa, moi, ce n'est plus l'argent que je veux. Je veux simplement que tu libères ma maison. Il n'y a pas de souci. Vraiment, l'argent, ça ne dérange pas. Tu peux aller avec. Sauf qu'il est resté dans la maison, il a dit qu'il ne part pas. Il ne part pas. Et après, le jour qu'il décide de partir, il part avec les clés. Donc, pendant 2 mois, le monsieur ne savait pas où étaient les clés de la maison parce qu'il ne pouvait pas entrer pour pouvoir donner à location. Donc, il est quand même parti? Oui, il est parti. Il a déménagé à son moment voulu. Oui. Donc, il a pris 2 mois et il est parti.
Sauf que le monsieur n'ayant pas les clés, il appelle, il lui dit, je ne te donne pas les clés, ne m'emmerde pas, je ne suis même plus avec toi, ne m'appelle plus et tout et tout. Il va donc à Bonanjo voir une autorité au-dessus de celle de sa femme pour dire vraiment, voilà, j'avais un de vos éléments et tout, donc j'ai besoin au moins qu'elle me restitue les clés de la maison pour que je puisse continuer de mon côté. Il lui dit, ok, va, tu as l'autorisation pour casser la porte. Sauf que lorsque le monsieur casse la porte de sa maison, il trouve que tout est détruit. On a arraché les plafonds, on a cassé les sanitaires, on a cassé les carreaux, parce qu'au salon, c'était les carreaux en marbre. Il a cassé le salon, il a cassé dans les chambres, il a cassé tout. Toute la maison est foutue en l'air, elle est complètement détruite. Et maintenant, il repart donc voir le monsieur en disant, voilà dans la situation, voilà les photos de la maison, voilà ce qui s'est passé. Comment je fais pour reconstruire, pour avancer? D'abord qu'il part avec mon argent et tout. Le monsieur lui a dit, allez porter plainte au commissariat. Lorsqu'il va au commissariat pour commencer une procédure normale, le commissaire appelle la femme du monsieur et lui dit, bon, il est là, il est devant moi. Hein. Donc le commissaire de mèche avec la femme procureur. On peut dire ça comme ça. Oui. Que oui, il est là, il est devant moi. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Oui. Et là, certainement par le divin, on lui a dit, vous avez perdu, considérez que vous avez perdu, rentrez chez vous. Et c'est le commissaire qui le lui dit. Oui, qu'on ne va rien te faire, on ne va pas te garder et tout. Donc allez simplement, vous avez la chance aujourd'hui, allez. Donc voilà un monsieur qui s'est retrouvé dans sa maison complètement détruite. Il dit qu'il a les palpitations, il commence à avoir des palpitations. Il ne sait même pas par où est-ce qu'il va commencer, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir commencer avec cette maison-là. Très bien. Comment on se comporte, où est-ce qu'il va aller se plaindre. Parce que s'il va même simplement se plaindre, on lui dit qu'il est là, il est ici. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Voilà. L'histoire du jour, mesdames et messieurs, celle racontée par Dominique Audrey Oyengelek. Comment la vivez-vous? Comment l'acceptez-vous? Comment la comprenez-vous? Comment l'analysez-vous? Abus de pouvoir? Abus d'autorité? Qu'est-ce qu'on va dire? À qui doit-on donner nos maisons à louer? À qui doit-on donner nos maisons à louer? Il y a des histoires comme ça chaque jour. Et vous le savez, on n'oublie pas celle du bailleur qui a été copieusement molesté par un militaire à Yaoundé récemment parce que celui-ci demandait seulement son argent de loyer. Et ce matin, sur la table, avec la grande équipe, la grande famille, nous tenterons bien sûr de mieux comprendre ces situations. Alors, je commence par vous, Karine Santia. Devrait-on avoir peur de ceux à qui nous donnons nos maisons en location aujourd'hui parce qu'il n'y a pas inscrit sur le visage mauvais? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une affaire d'inscrit sur le visage mauvais, bon. Chaque homme est mauvais et bon. Il suffit qu'il sache quoi choisir pour quelle situation. Les personnes de certains corps de métier au Cameroun ont démontré qu'ils sont au-dessus de la loi. Et je vais donner la liste de ces métiers. Je suis désolée si ça va heurter des gens, mais en fonction des expériences que nous vivons au quotidien, il faut qu'ils comprennent qu'ils en font trop. Vous avez signé le serment d'Hippocrate pour dire la vérité. Oui, nous vous écoutons. Il y a les policiers, les gendarmes, les militaires, les procureurs, les avocats. Oui. Et les agents des impôts. Parce que si vous avez une maison en location et que vous n'êtes pas en règle avec les impôts, ils vont vous le faire payer. Ça, c'est des corps de métier où, quand ils viennent chez vous et qu'ils vous disent réellement, c'est pour ça que ces personnes-là maintenant, quand ils vont en location chez des personnes, ils mentent sur leur métier. Ils ne disent pas la vérité. Parce qu'ils connaissent leurs attitudes. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un avec toute son indulgence, vous cassez tout chez lui et après il ne peut pas parler. Justement parce que vous avez les bras longs et c'est vous qui décidez. On viole les enfants tous les jours. L'épouse de cet homme des impôts, procureur, n'a jamais bronché pour dire qu'elle va poursuivre la personne qui viole les enfants. Elle ne dit rien. Elle est une femme. On viole les enfants, elle ne dit rien. On casse les maisons des gens, les procureurs ne parlent pas. Les assassinats, les corps qu'on retrouve dans la rue, le procureur ne dit rien. Alors qu'ailleurs, on voit comment c'est le procureur qui est au devant de toutes les lignes pour les enquêtes. Mais ici, là, ils ne font rien. Ce qu'ils font, c'est qu'ils réussissent parfois à récupérer les biens des gens. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des procureurs ici qui ont fini par récupérer les biens des gens jusqu'à ce que vous avez votre immeuble. Ils vous font un procès de manière à ce que vous abandonnez votre appartement dans leurs mains, justement parce qu'ils ont gagné le procès. Ces gens-là se connaissent.
C'est vrai que nous sommes tous des justiciables et que nous aurons tous recours au procureur à un moment donné. Mais aussi, il faut qu'ils sachent que les serments qu'ils prennent pour défendre la cause de l'orphelin et de la veuve, ça doit être légitime partout. Ils doivent respecter cela partout. Il n'est pas question aujourd'hui que quelqu'un qui a son bien, il vient, il vous laisse son bien, vous saccagez tout. Quand vous saccagez, c'est la destruction de biens d'autrui. C'est justiciable. On peut poursuivre ça en justice et vous payez les dommages et intérêts. Oui, mais le Vous ne pouvez problème pas. aujourd'hui, La première des choses que vous faites quand vous déménagez de la maison de quelqu'un, c'est de laisser les clés. D'abord. Soit sous le paillasson. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ou vous accordez, vous le remettez entre les mains. Oui, c'est comme ça. Effectivement. C'est pas la personne qui vous cherche pour récupérer la clé. Et quand on vous donne même un préavis et que vous voulez partir, le jour où vous partez, normalement vous devez annoncer à la personne que je pars tel jour. Pour qu'ils prennent ces dispositions. Il y a des gens qui ont abandonné les maisons des gens ici, ouvertes carrément. Et puis les bandits sont arrivés et ont démonté les meubles. Parce qu'il y a des maisons qui sont déjà meublées. Effectivement. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce genre de situation, vous pensez que quelqu'un peut avoir son problème et accepter que ça parte en justice? Au-delà même de ça, Karine, on veut bien comprendre. Comment vous pouvez être agent des impôts? Vous êtes agent des impôts, vous avez votre compagne, votre femme qui est procureur de la République. C'est les tout-puissants. Qui est procureur de la République. Vous choisissez justement d'aller en location. Vous ne payez pas la location. Et lorsque vous sortez de la location, vous choisissez de détruire les biens d'autrui. Parce qu'on vous demande de sortir. Monsieur Gachou, cet homme est trop indulgent. Le fait déjà d'avoir pointé son arme sur son frère, c'était déjà un signal très fort pour montrer que c'est une très très mauvaise personne. De là où je viens, quand vous faites les choses comme ça, j'ouvre la maison, comme vous avez cassé, je prends une seule brindille dans cette maison et je vous fais quelque chose. Très bien. Il faut qu'on apprenne à rendre l'appareil aux gens. L'appareil, oui, il faut qu'on apprenne à rendre l'appareil. L'équilibre de la terre, lui-même il va courir, venir vous demander pardon et vous rembourser. Merci Karine. Dominique Audrey, que doit-il faire? Parce que là, à un moment donné, il n'a plus de coup de franc. C'est-à-dire que tout est verrouillé partout parce que le système est comme il est. Le procureur, sachant que vous savez que les dossiers se perdent tout le temps dans les juridictions, non? Oui, les dossiers se perdent. Et les avocats, pour certains comme toi, je dis que lorsqu'on monte un dossier, on le monte en 4 ou 5 ou parfois 10 exemplaires. Sachant que ça se perd devant, au fur et à mesure que ça se perd, on ne fait que renvoyer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Est-ce que ce monsieur a une chance de se faire entendre et de faire parler la justice? Laquelle divine? Peut-être la justice des ancêtres, moi je ne sais pas, mais la justice des hommes, non. La justice des hommes, non, puisque lorsqu'il va au commissariat, on appelle la dame en lui disant, voilà, votre élément est là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous pensez qu'il aura quoi là-bas? Non, simplement qu'il passe à autre chose. Donc il y a le lien entre le commissaire de police, le procureur, hein? Le procureur. Oui, mais le commissaire de police est un officier de police judiciaire. Effectivement. Donc il rend compte au magistrat. Oui, mais non. Lorsqu'il a une affaire devant lui, en tant que commissaire, il appelle le procureur qui lui dit on fait quoi? Il appelle son patron. Son patron dit faites dans ce que vous voulez. Oui. Ou bien ne faites rien, ou bien menacez-le, ou bien laissez-le partir tout simplement. Demandez-lui de partir. Donc vraiment, qu'il laisse. Hein. Vraiment, qu'il laisse. Est-ce que c'est parce qu'on dit qu'il laisse que le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui? Laissez. À un moment donné, soyons sérieux. On devrait interroger, est-ce que pour collecter les impôts, on a l'autorisation de porter une arme? Oui, il y en a. Oui. Ça dépend de quel grade. On peut avoir un permis de port d'arme. Quand on travaille aux impôts? Non, on peut en tant qu'individu avoir un permis de port d'arme. Aux impôts, ils ont fait les normes, ils ont fait la formation militaire préliminaire et en fonction du poste qu'il occupe, il peut avoir donc le poste confère le port d'armes. C'est grave. Hein? Non, mais honnêtement, Michel, moi, il n'y a rien d'autre à faire. Parfois, à un moment, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des gens qui ferment votre maison 2 ans. Ils ne payent pas. Et après, ils viennent by night, déménager et ils partent. Vous perdez toujours. Oui. Vous perdez, que ce soit le loyer, l'électricité, parce que vous payez. Mais quand ils partent, est-ce qu'ils emportent la maison? Non. Aujourd'hui, le monsieur est affecté parce qu'on a cassé les sanitaires, les éviers, les portes et tout ça. Mais après, quand on réussit à surmonter cette douleur-là, cette douleur émotionnelle-là, on peut passer à autre chose. Oui, d'accord. On passe à autre chose. Le prochain qui vient, qu'est-ce qu'on fait de lui?
Comment est-ce que... Oui, comment avoir une enquête de moralité? Michel, lorsque quelqu'un vient vous demander la maison, il y a un questionnaire préalable. Il y a une façon de poser les questions pour savoir quelle est la mentalité de la personne qui vient chez vous. Comme je disais ici, je crois l'année dernière, chez nous, il y a des personnes à qui on ne donne pas la maison. Parce ils ont fini par être... Il y a une étiquette qui leur est attribuée. Lorsque tel arrive, s'il est célibataire, vous allez en retrouver 15 chez vous. Donc, pour les gens de là-bas, quand on leur donne la maison, il faudrait qu'ils soient mariés. Les jeunes filles célibataires, chez nous, on ne leur donnait pas la maison. Parce qu'on ne voudrait pas que d'autres maisons finissent en auberge, par exemple. C'est un peu ça. Question d'encadrer les autres enfants de la concession. Oui, donc il y a des questions préalables qu'on pose. Et la célérité avec laquelle quelqu'un vient demander la maison. Est-ce qu'il a la pression? Est-ce qu'il vient rapidement? Ça laisse entendre que certainement de là où il vient, il doit avoir des problèmes. Donc vraiment ce monsieur, sauf s'il va faire appel aux personnes qui lançaient les abeilles là. Oui, sauf si c'est ça. Mais c'est vrai que j'y crois pas trop. Il peut, s'il veut impérativement rendre le mal qu'on lui a fait. Bon. Oui. Bon, les chrétiens vous diront, on ne rend pas le mal par le mal. Voilà, il faut prier pour la loi de Talion. Hein? Bon, dit, on ne rend pas le mal par le mal. Oui. Le Nouveau Testament est venu dire, aimez-vous les uns les autres. Oui. C'est la recommandation de Jésus. Il va commencer à poursuivre celui-là. Il va le chercher où? Très bien. Il va passer le temps à camper là où sa femme travaille. On va encore... Peut-être il va même se faire enfermer. Charles Batchoum donnera son point de vue. En pays bantou, Charles Batchoum, une question comme celle-ci. Lorsque les portes sont fermées partout, on sait justement que les justiciables, autant pour moi, si vous voulez, ces commis de l'État ont le pouvoir qui passe avec, vu les ramifications qu'ils ont dans le système. Est-ce qu'il y a en pays bantou une façon de résoudre ce genre de questions? Monsieur Michel Ngatou, je connais cette histoire, je la connais particulièrement et je vais dire quelque chose. Les messieurs sont du centre du sud, ce couple est du centre-sud. Le couple des impôts c'est du centre-sud. Sociologique. Donc laissez l'affaire sociologique parce que je vous assure, il n'y a pas un peuple plus accueillant que les Boulous. Je vous le dis parce que je connais. Quand vous arrivez en pays Boulou dans le sud, c'est parce que vous envoyez ici à la télé, ce qu'on entend, ce que les gens sont en train de faire. Le Cameroun, c'est un pays où on s'aime. C'est quelques individus qui veulent mettre le désordre dans cette affaire, M. Michel Ngatou. C'est des individus paresseux qui veulent se servir du don et de la protection pour pouvoir poser des actes. L'arme n'appartenait pas au monsieur de l'impôt, c'était à sa femme. C'est l'arme de sa femme qui prenait M. Michel Ngatou. Je connais, je dis c'est l'arme de sa femme qu'il prenait pour aller menacer des individus. Il est connu dans le quartier, c'est une histoire qui se raconte comme des petits pains, monsieur. Sauf que ça a affecté psychologiquement et même l'enfant est malade. Cet enfant dont elle parle est malade parce qu'il a chuté du premier niveau. Il est à l'hôpital. Alors, mais attendez, monsieur Michel Ngatou, c'est quel pays ça? C'est quel pays qu'on est en train de... On est en train de dire qu'on est en train... Mais c'est un pays de rancuniers. Ou quand je marche avec vous, j'ai ton macabo, j'ai votre macabo, vous ne savez pas. Le jour qu'on se coince dans le noir, je vous règle avec ma batte. C'est ça ce qu'on dit au Cameroun. Et je peux vous assurer que, sans qu'ils ne se rendent compte, ils ont créé une haine, c'est-à-dire ces groupuscules d'individus qui, parce qu'ils gèrent ce pays comme ils entendent, ils ont créé... Mais je vais vous dire que j'ai été un jour sidéré. J'étais dans une salle de tribunal, monsieur Michel Ngatou, j'assistais comme de temps en temps, je vais m'asseoir pour assister un peu à certaines audiences. Une femme a dit au juge que tu as pris l'argent sur mon affaire. J'ai dû envoyer en prison. Mais je te jure, tu ne vas pas vivre. Si tu es sage, condamne-moi. Elle a dit au juge que si tu es sage, condamne-moi. Condamne-moi, je vais aller, mais je dis tu ne vas pas vivre. Je sors, tu ne vas pas vivre. Toi et ta descendance, vous n'allez pas vivre. Il a dit c'est outrage à magistrat, il a parlé tout. Après, il a levé, il est sorti. Quand il est revenu, il a rendu le verdict. Donc, chez les Bantous, pour vous répondre, donc maintenant, M. Michel Ngatou, il a tout cassé, mais il n'a pas enlevé la poussière de ses pieds. Pas du tout. Il n'a pas enlevé la poussière de ses pieds. Les gens pensent que c'est facile de reconstruire sa vie, M. Michel Ngatou. Il y a des personnes que vous brisez, c'est une fois. Il y a des gens que vous, et pour un peu qu'il a, il a construit sa vie avec une femme, pour un peu qu'elle le déçoit, ce sera difficile pour lui de se remarier.
Vous avez des gens que pour un peu qu'il a perdu un enfant, le traumatisme, nous ne sommes pas tous égaux. Ouais. Alors quand vous avez quelqu'un qui vient et pose un acte comme celui-là, qui traumatise toute une famille, au nom de quoi? Un gars des impôts, on voit comment il construit des maisons aux femmes, il les lâche. Aussi. À moins que c'était un gigolo, avec le point de question, parce qu'on a des gigolos mariés. Un substitut de procureur, avec tout l'argent qu'il traîne et qui peut s'offrir un domicile, peut construire une maison, monsieur Michel Ngachou. Ouais, mais il va construire partout, il est affecté. Pourquoi non, il construit? Il y en a plein qui construisent. Ils le font. Ils le font. Construire pour eux, c'est quoi? Avec l'argent qu'on sait, on sait combien ils font pour cet argent. Partout, il est affecté. Oui, ils construisent des maisons. Ils construisent des maisons. Ils peuvent s'amuser à le faire. Mais voir quelqu'un qui vient voir la sueur de quelqu'un, la vie, vous avez des gens qui ne prennent pas la chose des autres. Et ça se voit pendant que vous élevez vos enfants. Il faut observer. Vous allez voir dans une maison, un enfant, quand il porte la chaussure de son frère, le soir, il n'y a toujours pas là. Non, il n'y a pas là. Oui, il n'y a toujours pas là parce que la chaussure qu'il vient de poser, tu n'as pas la même chaussure. Quand tu prenais ma chaussure, tu fais... S'il entre, il prend... Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Quand il arrive, ton frère va se fâcher. Non, c'est les deux frères qui disent que tu ne touches pas. Ça commence, on bloque les chambres se ferment, ça devient des palabres. Il faut que le père arbitre. Et ça, c'est à partir de cela. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous, commencez à observer. Est-ce qu'il sait prendre la chose de l'autre, sa chose de l'autre comme étant sa chose? Vous pouvez laisser votre maison, vous avez des barrières qui ne louent pas dans les mêmes concessions. Et vous abandonnez la maison, il part. Il sait que s'il y a un trou au plafond, vous allez réparer. Avant d'être son bien, c'est d'abord le vôtre du moment que vous l'occupez. Donc regardez la méchanceté avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Je condamne cela avec la dernière énergie et j'estime que le procureur en chef de Bonandio, puisqu'il s'agit, il y a le procureur, il y a les substituts, plusieurs substituts, ça doit être un substitut de procureur, que le procureur se saisisse vraiment de cette affaire pour rendre justice à ce pauvre garçon, pour apaiser, parce que les frais de facture, un gars qui a chuté d'un premier niveau, monsieur Michel Ngachou, vous vous amusez, les eaux rentrent. Hein. Oui, ça peut vous abîmer complètement le bassin. Vous condamnez ce fait justement, Mondo Vision ici. Puisque le dossier est connu, et le dossier dans les juridictions justement camerounaises pendant qu'on vous dit, quand on dit que je fais quoi de lui, mais imaginez-vous monsieur Michel Ngachou, un commissaire, on fait quoi de lui? C'est parce qu'on peut pas donner le quartier. Je vous ai raconté. C'est un sac de macabo qu'il faut. Voilà, on fait quoi de lui? Donc on le garde, on le coffre, on le libère. Voilà. Parce que vous rappelez que c'est un coup de fil qui avait interné un journaliste, mais c'est un autre coup de fil qu'il avait libéré. C'est comme ça qu'on vit dans ce pays. Merci à vous, Chalam Bachumbo. Bengan Kanji, je reviens peut-être vers vous rapidement parce qu'en fait, lorsqu'on est, j'aime à le dire, autorité traditionnelle comme vous, est-ce que la solution des abeilles est une solution qui marche? Ça peut faire rire, mais parce qu'à un moment donné, on est exaspéré, on est outré, on est énervé, on est choqué. Parfois, on a envie de se venger. Mais est-ce qu'on devrait le faire, Mbombo? Est-ce que les abeilles dont les gens parlent aujourd'hui serait une solution envisageable dans pareille situation? Nous avons utilisé des abeilles et beaucoup d'autres choses, les panaris et tout ce que vous voulez. Oui, je vous le dis, à l'époque coloniale, et justement c'est pour cela qu'on a intégré, on a introduit dans le code pénal que on a assimilé ça de la sorcellerie. Parce que les Blancs en ont subi, ils en avaient subi. Les autres, ils ont donc intégré ça en disant que voilà, s'il vous plaît, c'est de pratiquer de sorcellerie. Avec ceci que, quand ils se sont trouvés à juger des affaires de sorcellerie, ils se sont revenus voir certains gens dans nos associations de guérisseurs et de sorciers pour les prendre comme interprètes au tribunal et la vérification d'un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il faut revenir à ces pratiques-là parce que ça participe à la régulation des rapports sociaux. Ça participe parce que... L'équilibre de la terreur fait régner la paix, c'est ça? Oui, les codes français qu'on a reproduits ici, qu'on ne fait que réformer, formuler, ne régulent rien. Parce que la loi régule les rapports sociaux. Ici, pour le cas précis, en principe, puisque la maison est enregistrée aux impôts et tout, le bailleur aurait pu saisir n'importe quel avocat. Il peut même refuser de solliciter les services d'un avocat et saisir un procureur ou un juge d'instruction qui devrait en principe continuer l'affaire.
enrôler l'affaire et tout. Mais maintenant, comme solidarité de corps, gendarmes, policiers étant officiers de police judiciaire, la situation semble être bloquée. À ce moment-là, vous confiez l'affaire à un avocat, mais sachant que ça ne va pas prospérer. Mais c'est justement pour leur donner une fausse piste. Vous prenez donc la piste du village. Absolument. Oui, pour que ce soit légal d'abord. Moi, j'ai choisi maître tel. Voilà, l'affaire et maintenant vous rentrez au village. Vous, voilà, on lui donne quoi par exemple à un moment? Il y a beaucoup de choses. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez choisir les panaris. Les deux, l'un a au tempo, l'autre là, il n'arrive pas à écrire pendant 6 mois. Voilà. Ils sont en train de pleurer tous les jours. Voilà. Il y a plein de choses. Les hernies, il y a des choses. Voilà. Donc, il faut envisager des solutions comme ça. Parce que bon, les abeilles, c'est très bien. Bon, la diarrhée en public alors. Voilà. Ça aussi, ça existe. Les panaris, les diarrhées, les hernies. Et tout, donc il y a plein de choses. Donc à ce moment, on ne vous soupçonnera même pas. Parce que vous avez les deux pistes normales. Vous n'avez pas besoin d'aller encore. Beaucoup de personnes il y a un juge Adjoum qui avait arraché le terrain d'une dame. Il a même jeté la femme en prison. Un matin, il se lève. Il se rend compte que toute la chambre est infestée par les fourmis maniants jusqu'au rebord de son lit. Il n'avait pas possibilité de jusqu'au rebord. Il dit noir jusqu'au du plafond. Vous voyez comment les fourmis maniants, après ils font des échelles, ils descendent jusqu'à son niveau. Il est resté couché au lit pendant 2 jours. Il n'est pas sorti. Même son téléphone, il y avait les fourmis maniants dessus. Voilà. Donc, je vous dis qu'il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Justement, moi je pense que les Africains... Dans un instant, on parlera de collège, je vous en prie. Madame, Messieurs, vos points de vue sur cette histoire, mais surtout, comment l'appréciez-vous pendant que nous y sommes? C'est énervant, n'est-ce pas? Ça nous met en colère. Je m'interroge ce jour sur la question des détournements massifs des fonds à travers le renflouement des entreprises publiques défaillantes au Cameroun. Comment comprendre que depuis plus de 15 ans, l'État entretient, l'État perfuse financièrement des entreprises défaillantes? On ne souhaite peut-être pas la mort de ces entreprises, mais l'argent qui est injecté est volumineux et faramineux. État de choses ou de fait qui nous amène à nous poser plusieurs questions. Comment comprendre qu'en 1988, le Cameroun comptait 188 entreprises publiques et qu'en 2018, il ne restait plus que 28, parmi lesquels 12 qui présentaient des bilans déficitaires selon l'annexe de la loi des finances 2017. En 2019, alors c'est grave. Ajoutez la CDC et toutes celles évoluant dans les régions anglophones et même à l'extrême nord, vous allez vous rendre compte que le Cameroun ne compte même pas plus de 8 entreprises sérieuses parce que toutes sont défaillantes. Comment comprendre cette mauvaise gouvernance de ces entreprises publiques? Si mauvaise gouvernance il s'agit, comment comprendre la mauvaise gestion financière de ces entreprises qui, au lieu de rapporter de l'argent, dépensent plutôt et récupèrent auprès de l'État? Comment comprendre que certaines entreprises camerounaises ne survivent que grâce aux perfusions financières mensuelles de l'État, alors qu'elles sont chargées elles ont pour objectif de faire des bénéfices, de produire et rentabiliser les caisses de l'État? Comment comprendre que la création d'entreprises publiques dans ce pays se fait en fonction du cycle politique? Savez-vous qu'au regard de leur statut, la feuille des entreprises publiques relève essentiellement de la responsabilité de l'État qui va de la création des entreprises à leur fonctionnement et à leur organisation?
Comment comprendre que le Cameroun soit le seul pays où l'État, d'une même oscure, crée les entreprises, alors que la vocation de l'État n'est pas de créer des entreprises, mais plutôt de les réguler? Ici, l'État crée les entreprises, nomme des administrateurs, RPCA, gère véritablement le fonctionnement des entreprises et perfuse et se sert dans les différentes caisses comme bon lui semble. Le principe est clair, les entreprises fonctionnent suivant un calcul économique, alors que l'État fonctionne suivant un calcul politique qui n'est pas adapté aux réalités du marché. À titre d'exemple, la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, avait enregistré un déficit de 914,9 millions de francs CFA en 2015 contre 899 millions de francs CFA en 2014. Savez qu'une telle situation intervenait dans un contexte où la politique de distribution des semences correspondait plutôt au calendrier électoral, en décalage avec les exigences du calendrier agricole. C'est-à-dire, dans cette zone, la Semri attendait uniquement les périodes électorales pour partager les semences. Or que des saisons de pluie, c'était déjà égrené, c'est le calendrier électoral qui gère désormais les activités de la Semri. N'oublions pas le facteur riz, lui aussi partagé en pleine période électorale. Ils sont stockés attendant la période électorale où on les retire pour les partager. Savez-vous que la société Electricity Development Corporation, qui avait enregistré un déficit de 2,92 milliards en 2015 dans un pays en manque d'électricité, où les actions d'électrification ne débordaient que très rarement la période électorale, on a observé le même phénomène dans l'entretien routier, la construction des logements sociaux. La SIC censée produire l'argent n'a plus d'argent, c'est l'État encore qui perfuse la société immobilière du Cameroun pour la construction des entreprises ou alors des logements sociaux qui n'arriveront pratiquement jamais. Anafor, Camerco, alors là c'est la totale. Camerco a à son actif plus de 700 milliards encaissés sur une période de 15 ans. On ajoute, pour payer les fonctionnaires, pour payer les employés de Camerco, c'est l'État qui finance. C'est l'État qui paye les avions. C'est l'État qui fait la maintenance. Oh mon Dieu. Campost, EDC, la navette, Semri et la SIC. Savez-vous que la négligence des exigences de la réalité économique s'est traduite par une explosion des dépenses sans que les recettes ne suivent, ce qui explique l'accumulation des déficits colossaux par les entreprises publiques avec l'État qui à chaque fois se place comme un bouclier. Quel est donc le rôle de l'État? Comment comprendre qu'une entreprise qui a reçu une perfusion de l'État pendant un an ne parvient pas à décoller, elle reste toujours indépendante ou dépendante de l'État qui ne cesse d'injecter des sommes faramineuses qui, au lieu de servir les différentes entreprises, servent plutôt les poches des gestionnaires. Savez-vous qu'en 2015, la Société immobilière du Cameroun avait enregistré un déficit de 2,124 milliards de francs CFA dans un marché de logement pourtant très porteur, avec plus de 2,5 millions de ménages qui attendaient des logements décents, selon le Bureau central de recensement et d'études de la population du Cameroun, le BUCREP. En 2019, au lieu d'inciter le privé à investir massivement dans ce secteur porteur, l'État a conservé un quasi-monopole alors que la demande dans le secteur des logements était très élevée et l'offre de qualité inexistante au niveau local. Le fonctionnement des entreprises camerounaises est plombé du fait que l'État opère une confusion de caisses. Bien souvent, il en est de même. Il est en même temps producteur et client. Or, en tant que client, il consomme sans payer, ce qui plombe la comptabilité des entreprises publiques. Par exemple, en 2015, la compagnie aérienne nationale Camerco a enregistré un déficit de 10 milliards de francs CFA et l'État était le plus gros débiteur. Sauf que l'État, après 2015, aura injecté plus de 30 milliards. L'entreprise était censée décoller, mais hélas, l'entreprise a fait semblant de décoller, mais les réacteurs sont morts une autre fois. Savez-vous que ce problème chronique avait déjà conduit à la faillite de la défunte compagnie nationale, Camer, et qu'en 2019, il a conduit
à l'immobilisation de la moitié de la flotte de Camerco, 3 avions sur 6, faute d'entretien adéquat. À ce jour, c'est l'État qui se retrouve à emprunter pour pouvoir insuffler des souffles nouveaux avec des gestionnaires qui perçoivent de l'État, font semblant d'aider, mais remplissent leurs poches, et ceux de lobbying qui les a portés. Conséquence, le Cameroun ne décollera jamais. Conséquence, on va être dans des perspectives tout le temps. On espère qu'en 2020, l'état de 2017, 2018, 2019 seront éradiqués. En 2021, ça sera la même chose. Tant que cette élite comprador sera au régime, ou sera à la gestion de nos différentes affaires, histoire de toujours se charger les poches, pensant renflouer les caisses des différentes entreprises. Colère de Charles Hamel, colère exprimée ce matin, colère à l'endroit des gestionnaires, colère à l'endroit du gouvernement, colère à l'endroit bien sûr du premier citoyen camerounais, colère à l'endroit de ceux qui tiennent les manivelles de la gouvernance locale, colère pour ceux qui rejettent très loin les appétits ou encore les attentes du peuple aujourd'hui, colère exprimée par le peuple ce matin à travers la voix de Charles Hamel Bachou. Et on va encore se demander aujourd'hui, 38 ans après, finalement, avons-nous le droit de croire que le chef de l'État actuel et sa gouvernance, y compris sa politique, a été payante, du moins ont été payantes? Est-ce qu'on a le droit de croire également qu'à travers cette colère, lorsqu'on renfloue à chaque fois les entreprises publiques défaillantes, sommes-nous en droit de dire justement que nous contribuons à l'évolution de l'économie camerounaise? Des questions et des réponses certainement encore en analyse à l'instant. Je commence par vous, Dominique Audrey, bien sûr, votre appréciation de cette colère exprimée ce matin, renflouer les caisses des entreprises publiques défaillantes. Lorsqu'elles sont défaillantes en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une politique autre que de la renflouer? Repenser peut-être à la bonne relance. L'État n'a pas d'argent, mais parvient quand même à aller emprunter de l'argent pour remettre dans ces entreprises. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la politique économique du Cameroun, peut-être je peux être dur en disant que n'est-ce pas nul? Non. Le renflouement, c'est un peu comme quelqu'un qui a eu un fonds de commerce, qui a ouvert boutique et malheureusement a touché même à son capital. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des réunions, on prend encore de l'argent et on vient réinvestir, mais on change la stratégie complètement. Et le problème justement avec Camerco, puisque j'aimerais parler simplement de ça, c'est que malgré tous les emprunts, malgré tous les investissements faits dans cette structure-là, on n'a pas repensé le développement, la relance effective. Camerco a connu sensiblement 4 plans de relance, mais malheureusement ça n'a pas marché. Il faut dire que c'est en 2011 qu'un décret fait l'existence de Camerco. Le vol inaugural vient un 28 août de la même année. En octobre 2012, Camerco a commandé 2 Boeing à hauteur de 429 milliards de francs CFA qui devaient être entrés en service en 2015. Vous parlez d'un Boeing? De 2 Boeing. Les Boeing 787. Qui ont coûté 400 milliards. 429 milliards. 29 milliards. Oui. 2 avions. $2. Ah, $2. $2. 429 milliards de dollars. Non, millions de dollars. Millions de dollars, pardon. Oui, c'est la conversion qui donne des milliards en francs. Les chiffres faramineux. Oui, c'est ça. Ça donne du tourning. Voilà. Et ces avions-là devaient desservir sur le plan local, régional et même international. Sauf que l'implémentation sur le terrain n'a pas été effective. En 2016, on fait appel à Boeing Consulting qui a pensé un plan de relance de Camerco. Et dans ce plan-là, il était question de prendre des avions, de former le personnel et de louer même des moteurs pour pouvoir se déployer avec les avions. Et ça a coûté 60 milliards de francs CFA. Et à la même période, on avait fait appel à des banques qui devaient financer. Les administrateurs de Camerco à l'époque avaient, eux, pensé à une autre relance, mais heureusement ou malheureusement, le président a choisi d'accorder de l'intérêt au plan mis sur pied par Boeing. Et malheureusement, avec tout cela, ça n'a pas marché.
En 2019, on a eu des flottes, ça a emporté les flottes à 14, on en a eu 14, on a eu les MA60 pendant 18 mois. Boeing a essayé d'accompagner Camerco. Malheureusement, ça n'a pas marché, malgré tout l'investissement fait à ce niveau-là par le gouvernement. Parce qu'en principe, lorsqu'on développe les transports aériens, on transporte la marchandise, on transporte les humains, et c'est ça qui fait les rentrées d'argent. Mais malheureusement, à Camerco, on a juste assisté à une surnumération du personnel on se retrouvait pour un avion avec quasiment 500 personnes pour un avion. Pourtant, en temps normal, on doit avoir une 250 sensiblement par là, de personnes qui sont affrétées pour cet avion-là. En 2015, 2016, 2017, Camerco va ingérer des pertes sèches cumulées de sensiblement 34 milliards de francs CFA. Demandez comment est-ce qu'on fait pour avoir ces pertes-là? Personne ne pourra vous expliquer le comment du pourquoi. En mai 2019, le MINFI Motazé a débloqué la somme de 1,5 milliard de francs CFA pour financer les petites, pour dépanner, pour pouvoir relancer effectivement. Mais sauf que ce dépannage n'a pas marché. Au second, il y a eu également, au niveau de la présidence, on a débloqué 200 milliards également qu'on a rajouté sur cet argent-là, les précédents 1 milliard, et ça n'a toujours pas marché. Et après, il y a eu des Boeing, les MA60. Donc, vous restez vraiment focus sur la réalité avec Camerco aujourd'hui. Exclusivement. Pour montrer ce renflouement effectué par l'État du Cameroun dans une entreprise publique défaillante. Oui, parce que même, voilà. Souvenez-vous, si on se souvient bien que le SDF, à une époque, a demandé qu'on fasse une enquête au niveau de l'acquisition de ces Boeing-là, qui ont coûté... MA60. Oui, sur les MA60, qui auraient coûté 300... Non, c'est Exim Bank qui a accordé un prêt de 34,4 milliards de francs au Cameroun. Parce qu'ils avaient dit qu'il fallait payer ces avions. Mais sauf que sur le terrain, on nous a dit que non, les MA60 ont coûté beaucoup plus. Donc le SDF a demandé une enquête puisque juste ici, à côté, à Brazzaville, les MA60 ont coûté 14 milliards de francs CFA. Donc, Camerco, vraiment, l'argent, on a envie de vous demander, mais et quelle peinture de Dominique Audrey de cette entreprise publique? En 2020, on sait que c'est pas fini. Il y a eu 16 milliards. Non, même là, c'est pas encore terminé. Voilà. Même pendant que nous parlons, c'est pas encore terminé. Voilà. Donc, si vous parlez de Camerco... Parce qu'ils nous ont dit que pour pouvoir, puisqu'on a ouvert le capital, pour que Camerco puisse être vendable, il va falloir faire un make-up. Et le make-up demande de l'argent. Donc, on a encore mis de l'argent pour pouvoir tout refaire. Et aujourd'hui, on loue 2 moteurs pour pouvoir se déplacer. On paye de l'argent pour aller faire des visites techniques. Mais la question que je me pose... Et dans ces locations, il y a des personnes qui perçoivent des commissions. Il ne faut pas oublier des commissions dans les procédures. On en parlera bien sûr avec vous. Madame, monsieur, comment expliquer aujourd'hui que nous ayons... Et la dette de 110 milliards. Bah ouais, le Cameroun déjà endetté. La dette de Camerco. Ben oui, ça c'est des intérêts. Le Cameroun lui-même déjà est vachement endetté. Camerco, c'est 10 milliards. Camerco, c'est combien? 110 milliards. 110 milliards Camerco seul. Voilà. Bon, on va peut-être pas voir la SEMRI, on ne verra pas d'autres entreprises. Madame, monsieur, restez les nôtres en réalité, restez les nôtres pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais surtout, qu'est-ce qui peut bien expliquer l'échec de cette gouvernance 38 ans après? Allez, bon retour mesdames et messieurs, merci à vous de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12, le Zénith à l'instant sur votre antenne. Nous sommes chez Equinox Télévision et merci de regarder le Cameroun, oui, avec les yeux réels. Merci de comprendre le Cameroun qui vous appartient, qui nous appartient. Merci ensemble de comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre, mais surtout de voir dans quelle mesure nous devons le reconstruire aujourd'hui. Et on le disait, bien évidemment à l'entame de l'émission, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2020 et hier le 4 novembre nous renvoie bien sûr à la journée ou à la date commémorative à la démission de l'ancien ou le tout premier président de la République du Cameroun. On parle là du président Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, les propos tenus lors de ce discours, on dira, de cette sortie au journal de 20h sur les antennes de la radio nationale. Va-t-on dire aujourd'hui que ces propos ont été respectés par son successeur constitutionnel? Sommes-nous fiers de lui?
Pouvons-nous nous dire justement que nous sommes fiers du président Paul Biya? A-t-il fait suffisamment pour les Camerounais? Sommes-nous heureux de ses actes ou encore de ses œuvres? Le grand bâtisseur qu'il est, finalement, quel regard les Camerounais portent sur le bâtisseur qu'il est véritablement? Merci à vous. Et à l'instant, nous reparlons des entreprises publiques défaillantes dont l'État prend sur lui de toujours renflouer les caisses alors que celles-ci sont défaillantes. Que faut-il faire? Comment en sortir? Mais surtout, ce qui m'a impressionné, cher Lamine Bachou, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure une réalité. On vous maintient là, vous qui gérez mal, parce que vous appartenez bien sûr à des lobbies. Des lobbies quand même peuvent être des origines qui soient destructrices pour une entreprise publique, Karine Sontia. Oui, surtout lorsque vous avez affaire à des pseudo-managers. On prend quelqu'un de l'ENAM, on met là-bas, on prend un ancien sportif, on met là-bas. Le capital de la SEMRI, parce que je vais m'attarder sur ça particulièrement. Vous prenez l'exemple de la SEMRI pour nous expliquer. Le capital de la SEMRI est de 4 milliards 580 millions de francs CFA. Et un contrat plan a été signé entre la SEMRI et l'État du Cameroun entre 2013 et 2017, notamment qui était à valeur de 8 milliards de francs CFA afin de permettre à la SEMRI de fonctionner normalement. Et on avait même prorogé ce contrat plan-là jusqu'à 2019. Le but était que la SEMRI puisse être comme un hub pour toute la région de l'extrême nord. Maintenant, il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à renflouer de l'argent à la SEMRI, même après que ce contrat plan soit terminé l'année dernière. En juin 2019, le gouvernement a annoncé un financement de 3,3 milliards de francs CFA pour rééquiper l'entreprise d'engins de labour, de groupes électrogènes pour les unités de décortiquage. Et la SEMRI ne vit que de subventions de l'État. Parce qu'en mars 2020, le gouvernement a remis à la SEMRI 1,2 milliard. Donc parfois on donne l'argent de beignet, parfois on donne l'argent de poche. 1,2 milliard de francs CFA pour la construction du magasin de stockage des intrants, parce qu'on avait vu que les inondations et autres attaquaient déjà les produits qui étaient stockés. Et c'était le fonds de la Banque mondiale. C'était un argent donné par la Banque mondiale. Même pas l'État du Cameroun. Oui. Maintenant, en septembre 2020, la SEMRI sollicite encore une subvention de l'État pour infléchir le prix du riz blanchi sur le marché camerounais, donc pour que les coûts de production soient un peu moins, afin qu'on puisse facilement écouler le riz blanchi sur le sol camerounais puisqu'il coûte cher. C'est un ensemble de fonds d'argent qui sont injectés dans la SEMRI qui vous pousse à vous interroger. Mais pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi ça ne décolle pas depuis lors? Parce que en 2011, le Conseil de discipline budgétaire et financière a reconnu Amadou Evele, l'a reconnu coupable de faute de gestion entre 2006 et 2007. Et pourquoi? Il a été amendé, il a payé une amende spéciale d'1 million de francs CFA. Lui, c'était un sportif qui est lui arrivé comme ça après sa carrière. On lui a donné la SEMRI que j'ai. Maintenant, après sa gestion, on découvre qu'il y a eu une faute de gestion et on l'a amendé à 1 million de francs CFA. En 2012, c'est Max Samatana qui a aussi écopé, qui a été accusé, toujours par le même conseil de détournement de fonds. Il était reproché de s'être engagé à faire des dépenses dépassant les prévisions budgétaires votées entre 2008 et 2009 sans concertation avec le conseil d'administration. De n'avoir pas reversé la TVA collectée par la SEMRI, induisant un déficit de 31,5 millions de francs CFA. D'avoir payé en avance les démarrages des marchés publics à des taux supérieurs au plafond réglementaire. Et il faut noter que l'approvisionnement en carburant auprès des fournisseurs non agréés en l'absence d'une situation d'état nécessaire absolue font aussi partie des raisons pour lesquelles il a été notamment poursuivi pour détournement de fonds. Il faut dire aussi qu'il avait acquis 2 véhicules d'occasion alors qu'à ce moment-là, on avait besoin de véhicules neufs. Pour la SEMRI toujours. Donc, c'est un ensemble de mécanismes qui vous permettent de comprendre aujourd'hui que plus l'État renfloue les fonds, notamment de ces entreprises publiques-là, plus les dirigeants, les gestionnaires se remplissent les poches. Vous n'avez qu'à comprendre pourquoi en 2018, on a découvert que les riz dans les sacs étaient abandonnés à la SEMRI, certains non décortiqués, certains décortiqués, et la difficulté était de distribuer ce riz-là dans les autres parties du pays. Et vous allez aussi comprendre pourquoi chaque année les Camerounais se plaignent de l'importation massive du riz alors que nous avons les productions ici. C'est bien dommage. Vous avez
justement choisi, tout comme Dominique Audrey, de vous arrêter sur la Semri, alors qu'elle l'a pris sur elle, de nous expliquer les réalités de la Cameco, pour qu'on comprenne en réalité comment ça se passe dans ces entreprises-là, pour qu'on en soit à l'air enfloué. Réellement, c'est un problème de management, Bonbon Bengan, c'est un réel problème de management, le management de ces entreprises, le management même des entreprises de l'État et l'entrepreneur en chef. Les entrepreneurs en chef. Mais nous regardons le premier manager, celui qui tient le bateau Cameroun aujourd'hui. Va-t-on justement dire c'est un manager idéal pour les entreprises? Je n'ose pas vous offenser, mon Bengan, mais je vous écoute quand même. Non, nous vous écoutons. Nous sommes en matière de gestion, de management, et on dit souvent là-bas que c'est des objectifs. Et si l'objectif était de tuer toutes les entreprises qu'a laissé idiot, il a atteint son objectif et il est un bon manager. Il est un bon manager. La preuve, lorsqu'il lance le 6e plan quinquennal, le 16 août 1986, il nous avait dit qu'on n'irait pas au FMI et 2 mois après, son ministre des Finances de l'époque, Sadouayatou, nous dit qu'on est déjà au FMI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Entre le président, le ministre des Finances qui tiennent 2 langages différents en moins de 2 mois, bon, l'objectif c'est quoi? On ne sait pas. Non, le problème primordial, le problème majeur, j'avais un ami, vous le connaissiez ici, il s'appelait Jean-Michel Cancan. Il disait que moi, je n'aime pas le commerce de détail, j'aime le commerce en gros. Dans le commerce en gros, donc, nous avons un compatriote qui s'appelle John Paul Matedga. Il a écrit un livre sur l'Harmattan en 90, intitulé « Entreprise publique, État et crise au Cameroun, faillite d'un système ». Les causes primordiales de cette faillite, et Dominique a relevé ça tout à l'heure, le cas d'endettement, elle parlait de Camerco, mais c'est comme ça partout. C'est quoi? C'est le rôle encombrant du parti unique. C'est vrai, il y avait le parti unique de 1966 à 85. Oui. Et en 85, le Cameroun était quand même parmi les pays où il fallait investir, des pays moins risqués. Mais pourquoi à partir de 85 ça change? Parce que le RDPC met dans ses textes organiques, notamment l'article 184 du règlement intérieur, il fait de tous les dirigeants des entreprises d'État assujettis à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Vous sortez là, vous n'avez jamais milité. Il a parlé de Amadou Vélé tout à l'heure. Il y en a eu beaucoup d'autres. Lorsqu'on vous nomme dans une entreprise, 6 mois après, le secrétaire général du comité central vous envoie une fiche de rappel des cotisations. Vous dites, mais je n'ai pas. Bon, vous avez l'entreprise. Vous dites, est-ce que monsieur le directeur, ça part où? Ça vient de prenez. Vous prenez, vous commencez. Dès lors que vous prenez, vous honorez vos cotisations, sachez que les élites de la localité viennent aussi demander. Maintenant, pour le cas des 2 entreprises qu'elles ont citées, pour le cas de la Semri, il y a quelqu'un, je ne cite pas le nom, il a stocké toute la production de Semri. D'abord, l'armée nigériane achetait le riz de Semri à plus de 60% de production. On a pris la production de Semri, on a mis au magasin. On ne vend pas. À quelle fin? On ne distribue pas aux populations, on ne vend pas, mais on laisse pourrir. Pour Camer, aujourd'hui Camerco, les gens vont à Air France, Kenya, Lufthansa et tout, ils payent cash. Mais quand ils vont à Camerco, ils ne payent pas. Ils viennent avec les bons. L'État ne remplit pas. Ça a été le cas avec la Sonara, avec. Donc, en fait, c'est ça le truc. Maintenant, il s'ajoute à ça les mauvais rapports des organes de gestion. Vous entendez toujours des conflits entre le directeur général et le président du conseil d'administration. Et on a fait exprès d'enlever l'assemblée générale des actionnaires. Donc, en réalité, et même les experts comptables sont entrés dans le jeu. Ils viennent certifier les comptes des entreprises, au lieu même de mettre sous réserve de l'appréciation de l'assemblée générale des actionnaires. Les gens ont intégré depuis les années 85 que, ah oui, le conseil d'administration a décidé que, oui, le conseil d'administration vient, il va, comme le directeur général et le secrétaire, ils évaluent les trucs, mais il reste à l'assemblée générale des actionnaires de voir, d'apprécier le conseil d'administration. Et là, vous n'entendrez jamais parler.
Donc c'est ça les autres fautes de management qu'on a. Et toutes ces fautes-là sont imputables à l'entrepreneur en chef. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Mohamed Gan. L'entrepreneur en chef a-t-il joué son rôle ou pas? Qu'est-ce qui explique cela? Charles Membatu, aujourd'hui, 2020, quelle est la chance que peut avoir le Cameroun aujourd'hui de se relever et d'arrêter de renflouer les caisses de ces entreprises, alors qu'on sait en réalité que l'État doit encadrer les entreprises créées? Que doit faire le régime ou le gouvernement aujourd'hui? Question au moins de laisser un héritage heureux aux futures générations. Changer littéralement le système. Pas les personnes, mais le système. Qui va les changer? C'est au peuple. C'est au peuple de casser littéralement le système et non les personnes qui sont à la manœuvre. Vous pouvez avoir 1000 personnes, si le temps que le système reste, vous ne sortirez pas de l'auberge. Est-ce que vous avez déjà vu... Les Camerounais, vous demandez le système pour vous, c'est quoi? C'est un document, sur les institutions, c'est quoi le système? Monsieur Michel Ngachou, la corruption à quel niveau? La corruption, c'est un système. Quand vous envoyez puiser de l'eau à un enfant, vous demandez à un enfant, va me puiser de l'eau, l'enfant va puiser de l'eau. Il va vous puiser de l'eau avec un seau de 15 litres. Le seau de 15 litres maximum, c'est 25 francs. Quand il vient vous donner le seau, après, il dit, grand, envoie-moi. C'est pourquoi vous lui donnez combien? 10 francs. Quand vous donnez 100 francs par rapport à 15 francs, 25 francs que vous avez dépensé, vous êtes en train d'entretenir le système. Chaque fois, il va passer en disant que grand, il n'y a pas un seau vide. Vous êtes déjà dans un système de corruption. Lorsque vous savez, vous arrivez à un niveau pour être reçu le premier, il faut gérer, pour être reçu à l'hôpital. Voilà un système, il faut casser le système et c'est au peuple de casser le système. Quand vous vous rendez compte, M. Michel Ngachou, que l'État a perfusé une entreprise comme EDC et qu'on vous dit que depuis juin, c'est sur les réseaux sociaux, les employés sont à 6 mois sans salaire alors qu'on a perfusé une entreprise. Vous vous demandez cet argent va où? C'est comme on va dire à Karim qu'on va acheter le matériel pour performer, rénover le système, M. Michel Ngachou. Les machines qui ont été achetées, vous êtes descendu sur le terrain pour vous rendre compte. On parlait de SICAM il n'y a pas longtemps ici, avec cette dernière perfusion pour la relance de SICAM, M. Michel Ngachou, avec des machines obsolètes datant de 1985. C'est un système connu. Voilà le système qu'il faut briser. Voilà le système qu'il faut casser, M. Michel Ngachou. On s'arrange à confier, à donner la gestion du crédit à des hommes politiques. Mais quand vous donnez la gestion du crédit à un homme politique, il connaît quoi, M. Michel Ngachou, du fonctionnement d'une entreprise? Lorsqu'il vient s'asseoir, il ne réfléchit que politique. Il se retrouve à établir ou à perpétuer un système de clientélisme et de déférence aux décideurs. Celui qui m'a nommé, la preuve, lorsque vous voyez, lorsqu'on nomme quelqu'un, lorsqu'on tend le micro, quels sont ses premiers mots? Nous remercions d'abord le chef de l'État. Quels sont ses premiers mots? Vous vous rendez compte que ce n'est plus la méritocratie. Conservation de postes égale entretien des réseaux de clientélisme débouchant jusqu'au sommet de l'État, M. Michel Ngachou. Et du coup, la conséquence est drastique sur ces entreprises-là. Dès qu'on vous nomme, vous devez remercier le lobby, le votre réseau. Maintenant, comme Boboka dit, vous avez des ministres qui débarquent, vous avez des élites, des députés qui débarquent, vous avez le maire qui débarque. Il faut saluer toutes ces personnes, M. Michel Ngachou. Vous ne saluez pas, c'est toute une raison. Vous ne saluez pas ces personnes. Quand je dis saluer, c'est déposer des valises, mettre de l'argent à leur disposition. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, M. Michel Ngachou. Quand ces gars débarquent en disant tel projet, votre rapport, votre prédécesseur donnait tant. Mais vous connaissant, vous vous a noté, on vous a mis à hauteur de temps, vous devez contribuer, que l'entreprise se porte bien ou pas. Vous avez le cas du FODEC. Je vous coupe pas, je voudrais appuyer ce que vous dites là. Lorsqu'en 1990, le chef de l'État sort une liste des entreprises publiques et parapubliques à privatiser ou à liquider, il a son conseiller aux affaires économiques qui est son camarade depuis la classe de 6e au petit séminaire Tarsis sur Saïdéa, et ça est devenu collège Saint-Pédis, il s'appelle Georges Ngango. Il lui dit d'imposer les contrats de performance. Et comme ça, Lamel dit, on a combattu Georges Ngango au point où il dit que, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, mais, parce qu'il ne l'appelait même pas président, il dit, mais Paul, si on ne crée pas le contrat de performance maintenant et on veille, bon, on dit, on a quand même créé le contrat de performance. Vous savez comment les inspecteurs d'État fonctionnaient, les gens de contrôle supérieur de l'État, qui n'étaient pas encore ministère. On vous appelle,
Chalamel, Oui. c'est nous qu'on a envoyé vous inspecter. Voilà. Vous La venez, mallette. alors que vous êtes mis en mission, mais ils vous prennent toute votre mission et tout. Alors qu'avant, quand vous veniez comme ça un matin, voilà, les contrôleurs d'État sont identifiés avec l'ordre de mission, comment ça se touchons le passe. problème. Donc, voilà comment on explique touchons le problème où il est. Regardons les Camerounais, posons des bonnes questions. Est-ce que le Camerounais n'est pas un être paresseux? Non. Non, monsieur Michel Ngacho. Pas du tout. Je m'explique. Il n'y a pas à s'expliquer. Non, je pose des questions. Laissez-moi Le Camerounais n'a jamais été Permettez que Je pose des questions. Est-ce que le Camerounais, permettez, est-ce que le Camerounais n'est pas un paresseux au point où, Karine, je vous en prie, est-ce que le Camerounais n'est pas un homme paresseux au point de ne s'assurer que lorsqu'il est nommé, ce qui l'intéresse, c'est de se renflouer les poches, c'est de nourrir justement un réseau, c'est de se dire, finalement, je ne sais à rien que de nourrir des gens avec un argent qu'on a mis à ma disposition. Qu'est-ce que moi je produis? N'est-il pas paresseux? Monsieur Michel Ngacho, celui qu'on nomme, c'est celui qui a passé 10 ans à supplier. Tout à fait. Celui qu'on nomme, c'est celui qui a passé 10 ans à faire les courbettes. Je veux aussi. Que m'attendez? N'est-ce pas, les gars, j'ai donné? Gars, aidez-moi quand même. Gars, n'est-ce pas, j'ai financé le parti. Gars, n'est-ce pas, je me suis sacrifié. Oh, vraiment, maman, ça, c'est quoi? Vous le voyez sur les plateaux de télé? Où quelqu'un a failli pleurer un jour parce qu'on a nommé tous ses amis sauf lui. On lui a dit qu'il avait des problèmes, Dieu. Vous le voyez, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, monsieur Michel Ngacho. Vous l'avez vu plusieurs fois. Mais il faut avoir le courage de dire à un moment donné que on arrête. Non, c'est des gens, c'est un réseau. Et lorsqu'on dit, on t'appelle, on te dit que bon, tu as trop pleuré, non, on va te donner telle chose. Mais n'oublie pas que si on n'avait pas joué de tout notre poids, tu n'allais pas te retrouver là. Alors, non, monsieur Michel Ngacho, quand vous arrivez là, mais c'est que vous nous mettez en colère, monsieur Michel, mais je vous dis comment ça va. fonctionne. Je me mets en colère. Mais oui, Justement, les gars ponctionnent donc. Ils ponctionnent. Il y a deuil à tel niveau. Votre code passe ce temps. Il y a manifestation de votre code passe ce temps. Il y a effort national de votre code passe ce temps. Lorsqu'on vous rappelle, vous dites que gars, vous avez pensionné. Tel jour, telle excellence a appris. Tel jour, on m'a appelé que telle personne demandait à la présidence, j'ai envoyé. Tel jour, vous avez demandé, c'est évident de attends, on va te voter une ligne là et tout. Au journal, monsieur, l'État, au vu de ceci, va procéder au renflouement des caisses de telle entreprise pour son redécollage. Je vais dans votre salle pour vous donner un exemple de celui qui est en prison, je vais le citer. Charles Metouk, on l'a mis en prison justement parce qu'il ne veut pas mouiller le réseau. Oui, on dit qu'il est radin. Oui. Il dit, mais attendez, quand vous me demandez, je ne peux pas prendre l'argent dans les caisses de la Sonara pour vous donner. Voilà. On lui dit, bon, d'accord, à ce moment, on va régler ton compte. Et on a réglé son compte. Voilà. Donc, on a dit, mais pourquoi toi, tu veux montrer que tu es qui? Tu ne que toi, tu veux montrer. Il y a l'ancien directeur. On le lui a dit cash. Il y a l'ancien DG du FECOM, Ondondon, qui est en prison aujourd'hui. D'ailleurs, nous le respectons. Qui, lui, pendant son procès au tribunal, souvenez-vous, lors des fameuses opérations Épervier, il a cité des noms. Et un nom particulier. Et un nom particulier qui ressortait à chaque fois en disant « Je ne peux pas être entendu si telle personne ne vient pas à la barre. Et ça, c'est au nom donc il est dit, il a encore et le tribunal a refusé d'appeler la personne parce qu'effectivement, alors justement, vous dites qu'il faut casser le système. Non, c'est vous qui avez dit que les Camerounais sont paresseux. On vous a dit que non, c'est pas vrai. Comme le Camerounais n'est pas paresseux, le Camerounais qu'on nomme, lui il vient. Enfin, le vrai Camerounais n'est pas paresseux, c'est le faux Camerounais qu'on nomme. Qui vient Tangano. Oui, il faut préciser. Donc c'est Tangassus qui sont. Oui, c'est nous qui travaillons. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, la question évidente, Chalamène, Bonbon, Karine et Dominique, il faut casser un système. Oui. Pour le casser, on fait quoi? Est-ce que forcément, en se disant, on est Camerounais, on se lève, on va brandir nos pancartes? Non, pour casser un système, parce que le système est tellement ancré. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel Ngacho, vous avez eu l'organisation, vous avez ces motions de soutien. Ça a commencé par une motion de soutien. Les motions de déférence, ils demandent quoi? Ils réclament quoi? Le positionnement. Le positionnement. Une fois que vous avez le positionnement, ça sert à qui? Premièrement, celui qui a envoyé les motions. Celui qui est devant. Celui qui est devant. Regardez toutes les listes constitutives. On discutait encore par rapport au régional. Dans le cas du Fundi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appris, on était ensemble. Bien sûr. On a dit à tel que tu as trop mangé quand tu étais là-bas. Va te reposer. Va te reposer. Laisse-nous. C'est quelqu'un d'autre qui doit venir manger. Ce n'est pas toi seul. Il dit, mais j'ai mangé quoi?
J'ai passé le temps à aider, on me demandait de donner ceci, organiser les groupes de danse pour aller accueillir ceci, donner tel financement pour protéger là-bas. C'était moi qui... J'étais les noms, mais les gens vont se retrouver. Mais voilà comment ça fonctionne, monsieur Michel Ngacho. Vous restez assis un matin, on vous dit, on cherche une société bizarre. On dit l'État, au vu de ceci, au vu de la perspective, la vision 2035, on a décidé de renflouer les classes 2. Vous pensez que c'est pour lui? Et c'est là, c'est la caisse de distribution, monsieur Michel Ngacho. On va prendre des messages à la main, parce que, à un moment donné, vos colères nous rendent plus, nous mettent très mal, oui, sur ce plateau, à un moment donné. J'ai mal peut-être pour les téléspectateurs, mais c'est le Cameroun. Et nous sommes tous Cameroun. Il n'y a pas à avoir mal, il faut donner les choses comme elles sont. Effectivement. Là maintenant, les gens, les Camerounais choisiront s'ils vont se mettre en ordre de bataille ou pas. Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a un système qui nuit aux Camerounais? Il faut donc le leur dire. Est-ce qu'ils ont compris ça? Quand vous parlez sur ce plateau, a dit lutte unie sur tous les fronts. Donc il faudrait que le catéchiste qui va dire la messe là, qui vous appelle la catéchèse, on lui dise que le pape a dit que les homosexuels doivent se marier. Ça veut dire qu'il y a un clan homosexuel qui va vous combattre. Bientôt. Il faut commencer à le leur dire. Il faut leur dire qu'on a fait exprès d'enlever par exemple les diplômés et secs de la gestion des entreprises publiques pour mettre ceux de l'ENAM qui ne connaissent rien de la gestion des entreprises publiques. Il faut le leur dire. Oui, mais le leur dire. Il faut le leur dire, par exemple. Le dire à un peuple qui est comme il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous allez à la messe tous les jours, non? Non, ça, il faut le leur dire jusqu'au jour où ils vont comprendre. Monsieur Michel Ngacho, quand vous entendez depuis 2016 à 2020, 200 milliards Cameco, 15 milliards Cameco, 60 milliards Cameco, 91 milliards pour le paiement des employés de Cameco, situation critique à Cameco, redécollage probable de Cameco, ah non, rechute de Cameco. Vous êtes comment, monsieur Michel? Zéro avion. Vous êtes comment? Ce qui est grave, c'est que c'est un avion ukrainien qui est loué. C'est un avion ukrainien qui est loué maintenant avec toute... Lufthansa attend son avion. Écoutez, vraiment, c'est très grave. Non, il faut dire, donner les informations aux Camerounais. C'est très grave, justement. Et nous allons justement le dire, la situation est critique au Cameroun. On trouve très souvent que nous sommes très durs sur le plateau et que nous ne donnons que ce qui ne marche pas au Cameroun. En réalité, dites-leur que c'est ça, la réalité c'est que rien semble ne pas marcher. Ou peut-être même rien ne marche. Alors peut-être aujourd'hui nous interpellons encore le chef de l'État, nous demandons, mais monsieur le président... Pourquoi vous mettez peut-être dedans? Ah, rien ne marche. Alors, quand ça marche, mais pas peut-être, interpelle le chef d'État. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait donc? Est-ce qu'il comprend la voix? Interpelle-le jusqu'à ce qu'il comprend la voix de ces Camerounais sur le plateau ici? À ce moment, est-ce qu'il comprend la voix de ceux qui portent la voix de sans voix? Quand vous dites à votre maman le matin que vous avez faim, il ne vous donne pas nourriture. Vous ne continuez pas à dire que maman j'ai faim. Bien sûr. Alors, même jusqu'à ce qu'on vous donne la nourriture. Monsieur Michel, on a créé par exemple la Sonatrel. Lorsque vous arrivez comme directeur de la Sonatel et qu'on met tous ces mots à votre disposition, vous vous rendez compte que sur le terrain, vous ne pouvez absolument rien faire parce que ni le système de branchement, tout est à refaire. Vous vous contentez de prendre d'abord vos 20 millions de salaire, vous vous contentez d'aller chercher les plus grosses berlines, vous vous contentez d'aller vous occuper, d'aller parader, organiser des cérémonies en remerciement. Mais voilà. Je voudrais peut-être... Moi, je n'aime pas quand vous citez les entreprises. Là, à Sonatrel, le directeur, il est là, il me regarde. Il refuse, il ne s'y connaît pas, c'est un enfant de l'ENAM. Oui, monsieur Mbeminyanga. Il est sorti de l'ENAM, il a fait de bonnes études là-bas, je n'en disconviens pas. Il a des collaborateurs qui maîtrisent le transport de l'énergie, ne les écoute pas. Malheureusement, mais peut-être... J'ai dit, il ne les écoute même pas. On lui a instruit de ne pas les écouter. Ah bon? Or, je le dis, il ne les écoute pas. Je le dis, et la même chose, je le dis à la deuxième personnalité de l'État. Là, pour le remercier quand même, Nyat Ndifendi a fait une étude commandée par le président Biya lui-même, parce que peut-être les gens ne savent pas. Aïdjo avait envoyé Nyat et Biya pour étudier comment on peut avoir une société d'énergie électrique au Cameroun. Ça, c'est bien à cause du paiement. Quand il arrive, c'est pour cette raison qu'on nomme Paul Biya en 1975, Premier ministre en charge de l'économie, quand on crée la SONER en 1974. Nyat lui dit, Paul, on peut mettre les ampoules électriques sur tous les arbres au Cameroun, on peut vendre le courant électrique. Paul Biya lui dit, c'est pas ce que tu as demandé. Fais d'abord laisse ça, tu viens faire la politique. Voilà. Est-ce que Paul Biya lui a compris ce que Nyat lui disait? Il n'a pas compris comment. Il a compris, c'est des amis. Je vous dis des choses qui sont passées hier en 1990. Ce n'était pas en langue, mais tout ça, c'était hier. Il dit à Nyat, laisse ça, je n'étais pas demandé de faire ça. Viens faire la politique. Nyat a été élu député en mars 92. Il a nommé vice-premier ministre et tout. Depuis, il a enlevé de ce secteur. Donc, il faut que les Camerounais le sachent. Comme ça, ils vont prendre. S'ils vont trahir ou honorer, comme disait François Fanon,
Est-ce qu'ils vont trahir ou accomplir leur mission? Ce sera à eux de voir. Merci beaucoup. Quand le monde Merci évolue, la sorcellerie aussi évolue. Hein, et le système change. Merci beaucoup, Charles Amel. Merci à vous. Merci, madame, messieurs, de comprendre le Cameroun profond, le Cameroun qui nous interpelle. Le Cameroun qui, d'ailleurs, encore hier sur le plateau. qu'on rend flou. Hein. Oui. Donc, quand vous êtes même endetté en Chine. Là. Et hier, nous nous posions justement, on faisait une révélation sur ce plateau hier avec un calcul dans le cadre toujours de la colère, que chaque Camerounais doit à l'extérieur 266 600 francs. 260 600. À 260 600, donc dès la naissance, à la base déjà. Donc pour tout enfant qui naîtra aujourd'hui 5 novembre, que les parents sachent déjà que ces enfants-là doivent chacun 260 600 francs. Et en plus des dettes, vous devez sauver vos entreprises. En tout cas, alors... Non, faites beaucoup d'enfants pour que les homosexuels recrutent moins. Ceux qui redonnent là vont payer plus de dettes. Faites beaucoup d'enfants. Ça, c'est le terme tout à fait. Là, au moins, l'endettement sera partagé entre beaucoup de gens. Voilà. Alors, on va prendre les messages des téléspectateurs pour comprendre ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous laissent comme commentaires à la suite des différents sujets tenus sur le plateau jusqu'à présent. Madame, monsieur, merci à vous. Merci pour la fidélité. Nous sommes là pour vous. Karine. Charles Amel a raison. C'est pas évident de refaire sa vie. C'est chacun qui connaît ses capacités. Jeannette Michael. Un autre message en instant. Oui, mais si on a ça, qu'est-ce qu'on fait quand on va faire du mal à la personne? Est-ce que ça va réparer la maison? Est-ce qu'il peut... Non, rien du tout, ça ne changera rien. Dominique, est-ce qu'il aura l'argent pour refaire la maison quand tu as un frère à l'hôpital? Qui se battent, non, Charles? Dominique, ça veut dire que le prochain bailleur n'aura pas à subir les mêmes sorts. Non. Au moins, vous ne devez pas voir ce genre de situation comme celle-ci au Bénin. Ceci est clair, œil pour œil selon la gravité du mal. Tu fais ça à mon frère, je t'assure, je te gère chaud. Si on peut aussi utiliser les astuces de Mbombo pour chasser ceux qui sont à Santa Barbara. Les procureurs... C'est possible. Je ne sais pas. Les procureurs servent même d'abord à quoi au pays? Vivement que le père nous laisse avec ses enfants vampires. La méthode de Mbombo est la solution à ce problème-là. Trop, c'est trop. À un moment, il faut obliger les gens à respecter son semblable. C'est mieux de faire un contrat de bail et une caution d'au moins 3 mois et de faire une visite complète de la maison. Non. En cas de dégâts. Non, permettez. Moi, je vais humblement sur cette antenne saluer quelqu'un qui a été un ancien bailleur, M. Coinfo Jonas. J'entre chez lui. Moi, je le salue. J'entre chez lui. On a Yaoundé, j'entre chez lui, je fais un contrat de bail, je vais aux impôts payer ce que j'ai à payer, il va payer ce qu'il a à payer, je verse comment on dit ça, je verse la caution et pendant 3 ans on a vécu aisément ensemble. Et quand on part même, on a de la peine à payer. Et il vous dit gentiment, allez-y d'abord, le moment où vous reviendrez nous revoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des bailleurs également qui savent le faire. Il y a des bailleurs qui savent. Oui, mais il y a des bailleurs qui savent comprendre. C'est pas nous qui avons créé le terme méchant. Ça veut dire aussi qu'il y a des bailleurs qui sont méchants. Il faut faire des choses pareilles ne peuvent que rendre un bailleur méchant. Voilà. Si vous avez vécu ça, je vous assure qu'à aucun locataire vous ne donnerez le bénéfice du doute. Je dis à aucun locataire. Karine, si vous avez vécu ça commence. Nous, on a mangé ensemble dans un même bras. Et il y avait vous pouvez trouver des frères ou des sœurs qui crachent sur la nourriture pour que vous fuyez. Oui. Et il y en a qui prennent la viande, commencent à marcher. Voilà. Et il y en a qui mangent vite alors que les autres... Donc, c'est ça, Charles Amel l'a dit. Cet encadrement commence par là. Il faut faire des contrats renouvelables tous les 2 ans. Merci beaucoup. Mais nous, on les faisait chaque année, de toutes les façons. Ah, voilà. Nous vous écoutons, Karine. En fait, c'est le vécu de tout Camerounais puisque ces personnes se disent être la loi et parfois même au-dessus de la loi, que ce monsieur retourne faire appliquer la loi du village, c'est tout. Le pire est à venir, n'en déplaise au Vatangais. Il suffit de regarder l'histoire de ce genre de crise à travers le monde. Qu'il aille voir les sorciers de son village et de là, quelques jours après, monsieur des impôts et madame le procureur iront le rencontrer à Yaoundé. Moi, il ne va pas me gagner avec la tradition. De toute façon, il va courir pour me chercher et demander pardon pour payer 1000 fois plus ce qu'il me doit.
d'autres messages. Alors finalement, si tout le monde se retourne vers la tradition, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que c'est... Non, ça se réserve au village. Oui, mais vous êtes dans la tradition. Mais se sauf réserve que vous là-bas. êtes dans la tradition occidentale qui justement ne correspond pas avec nos gestes Demande coutumes. pardon. Avec notre... Demande Mais pardonner. je voudrais tout de suite quand même dire qu'une fois, j'ai une soeur qui revient je crois que c'est du Bénin, c'est du Togo, quelque chose comme ça. Elle a fait une formation là-bas en médecine. Elle revient, elle est ici à Douala. Elle dit, oh ben, je reviens encore dans votre Douala avec tout le bruit qui est ici. Elle nous raconte comme quoi, je crois que c'est entre le Bénin et le Togo, je peux me tromper. Là-bas, quand ton portefeuille tombe au marché, c'est-à-dire on prend ton portefeuille, on te cherche, on te fouille pour te le remettre. Parce qu'on ne peut pas le prendre. Sachant que si on prend ce portefeuille avec l'argent qu'il y a dedans, attention, on sait ce qui va suivre par la suite. Donc, est-ce que justement, les Camerounais n'ont pas éloigné la tradition africaine qui résolvait facilement ce type de problème et ont aveuglement embrassé la tradition occidentale avec les lois, la justice et tout ce qui va avec, enfin, la justice du blanc, bon. Vous avez donc compris. Le Cameroun est le seul En Chine, pays ce qui ne système tient pas de existerait conseil de également. ministres, qui a les rails de 1 mètre, qui n'a pas d'autoroute, qui n'a pas un fichier national de naissance. Il faut d'abord connaître pourquoi ils sont à la tête du gouvernement. On tient un conseil quand on a un compte à rendre et quand tous sommes chefs, alors vivons seulement. Un autre message. Ce matin, un Camerounais normal a comme problème principal comment boire une bière et avoir l'argent sans effort. Un autre message. On a vu le trading récemment. Il faut rappeler On a vu aussi les bières. que l'usine de décortiquage par rapport à la SEMRI n'a jamais été opérationnelle malgré les financements reçus par M. Max Samatana. Et j'ai eu honte après avoir vu la gestion de cette société et où les employés étaient payés par les sacs de riz après plusieurs réclamations. Il y a quand même eu pose de la première pierre, non? Vous demandez trop ou alors vous êtes étranger au Cameroun. La SEMRI a reçu un budget en 2013 pour dépanner l'usine de décortiquage jusqu'aujourd'hui. Cette usine n'a jamais fonctionné. J'y étais là-bas et je sais de quoi je parle. Pourtant, la SEMRI était la fierté de Yagua en 1990. Ajoutez le cinéma, ajoutez le labogénie, ajoutez le matgénie. En termes de renflouement, on peut vous en citer. Très bien. Que de messages, Karine Santia. Réhabilitation Oui, des engins. des messages. Il faut se rendre dans la diaspora pour comprendre que le Cameroun est un peuple travailleur. Il faut changer le système. Un autre message. J'ai toujours dit qu'on doit laisser ce pays à Paul Biya. Mieux il vend tout, donne pour nous. Je dois moi aller vivre au Rwanda. Le jour que les choses changeront, tu vas regretter d'avoir vendu. C'est pour nous et on va vivre dedans. Un autre message en passant. L'unité de détournement au Cameroun est le milliard et nous sommes un pays pauvre très endetté. Chalamé, pardon, arrête de chercher à comprendre le Cameroun, c'est peine perdue. Un autre message, le Cameroun n'a pas la chance d'avoir une autre ethnie au pouvoir. Le problème est ethnique, je ne sais pas trop. C'est toutes les ethnies qui volent. Hein. C'est Tanga Nord, Tanga Sud, c'est pas une ethnie. Alors, merci beaucoup Karine. Madame, Monsieur, nous vous disons également merci de nous rester présents, mais surtout de nous rester fidèles. Nous, on le sait en même temps, sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à réagir à la suite des sujets qui gravitent tous les jours autour de la République. Charles Amem Battu ici présent, Karine Santia, Dominique Gaudry, Yengelek et Mbongo Bengan. Nous tentons tous les jours de vous les restituer, mais surtout de vous lire à travers vos nombreux commentaires et ces sujets qui nous intéressent. Karine Santia, toujours avec vous, ces sujets sont lesquels? Le premier sujet concerne notamment ces différentes attaques dans les écoles, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La première attaque était le 24 octobre dernier, ce qui a ôté la vie à 7 enfants. Et après celui de la Presbyterian Church, la Presbyterian School of Kumbo, le 3 novembre dernier, on a aussi les élèves et les enseignants qui ont été enlevés et dont les personnels enseignants restent captifs. L'actualité est encore chaude qu'on apprend hier que au Kulu Memorial College à Limbe, des enseignants ont été attaqués et dépossédés de leurs vêtements dans un établissement qui a été saccagé et les documents incendiés. Au lycée bilingue de Fundong, ça c'est dans le nord-ouest, oui, les élèves ont été enlevés sur le chemin de l'école au nombre de 7 par des hommes armés non identifiés. Le cas particulièrement du lycée de Kulu Memorial College de Limbe, les enseignants qui ont été déshabillés
les images font le tour de la toile. C'est l'horreur, c'est l'indignation, mais c'est surtout l'absence de dignité qui est inscrite dans ces actes-là qui nous pousse quand même à nous poser un certain nombre de questions. C'est quoi cette république qu'on veut si jamais cette crise finit? Comment ces enseignants feront pour avoir le courage de se placer encore devant les élèves pour dispenser des leçons? Comment les élèves entre eux auront le courage de se regarder dans cette même salle de classe? Ils ont dû s'enfuir, courir tout nus pour rentrer dans leurs maisons respectives. Alors justement, le sujet est tout à fait ahurissant, énervant, oui, peut-être aussi choquant pour ce qui s'est passé hier à Limbé. Va-t-on rester muet? Et nous nous demandons pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais ne fait rien pour rétablir l'école dans les zones en crise aujourd'hui? Que doivent faire les Camerounais de ces parties du Cameroun? Pourquoi sacrifier des enfants? Pourquoi humilier les enseignants? Pourquoi dénuder les femmes? Pourquoi tuer l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Les enseignants sont le souffre de l'heure d'une société en décrépitation. Dominique Audrey, vous avez vous aussi regardé ces images insoutenables. Ouais, c'est... Mais comme j'ai dit à quelqu'un, le bon côté dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas eu de mort cette fois-ci. Parce que si, après avoir fait tout ça, après que ces enseignants et ces élèves aient subi ça, il y avait des morts, ça devait être encore plus grave. Maintenant, la gestion de la honte après s'être fait déshabiller, je crois que ça peut se faire à travers ou bien au travers d'un accompagnement psychologique, que ce soit même pour les élèves ou bien les enseignants. Mais la question tout de même demeure. Si on a demandé effectivement que les enfants rentrent à l'école, pourquoi est-ce que cette école-là n'était pas protégée du tout? Je veux savoir. Où étaient passées les forces de l'ordre qui sont, en principe, qui sont censées être postées devant les écoles qui ont l'agrément? Pourquoi il n'y avait personne devant ces écoles-là? Pourquoi? Et quel est le but recherché lorsqu'on pose ce genre d'acte? Parce qu'à un moment, on a l'impression d'être un peu perdu. Oui, retourner à l'école. Ok, on est d'accord pour l'école. Et après, les enfants se font tuer à l'école. Et aujourd'hui, on déshabille d'autres en les chicotant, en les chassant. Finalement, c'est quoi? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, au-delà de l'interpellation de la première dame pour qu'elle s'exprime sur la mort des enfants, il faudrait peut-être qu'elle s'exprime pour autre chose ou bien qu'elle appelle son mari à s'exprimer. Parce que jusqu'ici, on n'a que les yeux rivés vers là-bas. D'aucuns diront que non, vous êtes en train d'encenser ceux qui sont de l'autre côté, vous devez leur demander. Mais sauf que lorsqu'on est le père dans la maison, lorsque votre enfant casse quelque chose chez le voisin, c'est vous le père qui en êtes responsable. C'est vous le père qui êtes garant de la situation. Et c'est pour ça que tous les Camerounais regardent à Yaoundé et disent et attendent simplement un seul signe de Yaoundé qui nous dira que ok, c'est bon, les armes vont d'abord cesser de crépiter, même si le problème au fond demeure. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Est-ce que c'est une chose évidente, bon Bengan? Est-ce que les armes peuvent se baisser du côté de Yaoundé? Oui, il suffit que le chef de l'État décide de faire la paix, d'engager la négociation, ça va se faire. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il connaît ce problème. Il connaît. Il avait dit... On ne saurait résoudre la question de l'école sans résoudre la question de la crise anglophone dans son ensemble. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut résoudre la question anglophone et l'école trouvera sa solution à l'intérieur de ces problèmes anglophones. Pour le cas précis, il faut se dire, il faut engager au moins 3 choses là, directement, de manière concomitante. Il y a des personnalités qui comptent. Christian Toumi, John Frundi vient de rentrer, Chief Moukete, Lembela Moki, parce que quand Bela Moki était maire à Beuya, il a été pendant longtemps, c'est un sénateur RDPC aujourd'hui, c'est des gars très connus, très respectés dans la région anglophone. Donc, quand Toumi et tous les évêques et musulmans, comment on appelle, les imams qui sont dans la région, il y en a qui sont respectés. Et la Presbyterian Church of Cameroon, par exemple, on forme ce groupe pour constituer ce qu'on appelle les fédéralistes. Donc, que John Gouté, qui est là-bas, dise et ne soit pas contredit par Atangandi en disant
on fait un dialogue où on intègre le fédéralisme. Et à ce moment-là, les anglophones fédéralistes vont donc entrer en campagne pour leur dire, non, écoutez, nous n'avons que 2 cm² que les colons nous ont laissé, vraiment, comment on peut vivre? Parce que l'option sécessionniste ne date pas d'aujourd'hui. L'option sécessionniste date depuis des années 50. Très bien. Parce qu'il y en a qui n'étaient même pas venus à Fumban en 61. Mais pourquoi ça a grandi? Ça a grandi aujourd'hui parce que on considère que toutes les doléances, toutes les revendications rapportées à Yaoundé, et Paul Biya l'avait d'ailleurs dit le 9 février 1983, Bamenda, que vous ne viendrez plus à Yaoundé pour suivre les dossiers. Il avait menti? Mais les gens vont à Yaoundé, je ne sais pas. C'était trompé? Je sais que les gens jusqu'à aujourd'hui continuent à aller à Yaoundé pour poursuivre les dossiers. Donc, ils ont leur gestion. Il faut gérer cet héritage colonial. L'autre problème, c'est qu'on engage le commissaire Eko de la DGRE qui part rencontrer ces gens qui sont à l'étranger. Il discute avec eux de ces secrets en ayant, comment je vais dire ça, les termes d'un dialogue qu'on pourra programmer dans le futur. C'est comme ça que quand on engage comme ça, en fait, il peut avoir la calmie, on peut ouvrir le commerce. On pourra détecter les troupes de bandits qui s'y sont mêlés. Justement. Il s'agit donc de réduire les sécessionnistes à leur plus simple expression. Voilà. Et là, ne plus considérer l'armée comme l'armée d'occupation. Au-delà de la réduction que vous évoquez, Mbon Bengan, c'est des Camerounais qui expriment leur ras-le-bol d'une mauvaise gouvernance. C'est des Camerounais qui expriment leur ras-le-bol des revendications, effectivement, qui datent depuis 1961. C'est des Camerounais qui se sentent abusés par les accords de Fumban. C'est des Camerounais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont presque jamais été pris en compte. Et c'est pourquoi on parle en permanence de marginalisation. Alors, aujourd'hui, Charles Amem Bachou, est-ce qu'on ne va pas dire que le gouvernement qui a aujourd'hui encore les solutions à cette crise dite anglophone aujourd'hui, le gouvernement peut-il, disons-nous, avec le gouvernement actuel, je vais dire le système actuel, Paul Biya au pouvoir, Diangote et tout son gouvernement, est-ce qu'ils peuvent apporter une solution rapide, urgente pour que l'école soit dans cette région en crise? Dans cette zone en crise. Monsieur Michel cette année, Gachou, bien évidemment, Karim. Depuis 2016, ils se sont battus à sauver la rentrée scolaire. Ils n'ont à sauver l'école. C'est la preuve qu'il n'y a jamais eu une volonté quelconque de résoudre le problème. De 2016 à 2020, il y a eu l'assassinat de combien d'enseignants? Le dernier, Outaï, on lui avait littéralement décapité la tête qu'on avait jetée au carrefour. Est-ce que ça a réussi à changer? Vous avez eu des internats incendiés, vous avez eu des élèves de Kumbo 176 enlevés en 2019. Est-ce que cela a changé quelque chose? Non. Vous avez eu, M. Michel Gachou, une année pratiquement blanche en 2019 où tout le monde avait réussi à fuir les classes pour venir s'installer dans les zones du centre, notamment Yaoundé et le littoral Douala, où il y a une affluence dans les différentes écoles. Est-ce que cela a pu changer quelque chose? Non. Alors, il faut donc se dire que quand on veut se débarrasser d'un problème sociétal en politique, on organise, on crée des commissions dont les résultats ne vont jamais déboucher sur aucun texte d'application concret. Sinon, expliquez-moi comment nous avons tout un ministère de la décentralisation et que hier on vous parle de la création, la réforme, le fonctionnement du comité, comment vous appelez ça, d'un conseil national de la décentralisation. Vous comprenez ça comment, monsieur Michel? Un conseil national de la décentralisation. Avec un ministère de la décentralisation, avec les régionales qui sont en train de se préparer et tout, on crée un conseil national. Attends, c'est pourquoi vous comprenez ça, comment qu'il y a des volontés d'arranger bien. C'est un comité spécial. Je vous ai dit, voilà le principe dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Donc ne vous attendez pas à grand chose. J'estime que les parents qui ont envoyé leurs enfants, qui continuent d'envoyer leurs enfants, c'est des parents qui croient que les choses vont changer. C'est des parents qui croient, nous leur souhaitons tout le bien du monde, d'envoyer leurs
leurs enfants, mais à l'État d'arrêter de mentir. Dites à chacun que chaque élève doit aller avec sa matiette, chaque élève doit aller à l'école avec son... Mais bien sûr, ça qu'on va les puisque trancher, la preuve, vous avez vu des images... Vous voulez avoir des moments de guerre. Monsieur Michel Ngachou, en 1990, on ne peut pas valider cette thèse là. En 1990, dans les années 90, il y a eu viol effroyable en Volier, à quelques mètres du petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. En Volier. Vol effroyable. J'ai dit viol effroyable avec assassinat de la jeune fille, d'une jeune fille, c'est aux alentours. La police, lorsqu'elle est arrivée, les premières personnes qu'elle interpelle, c'était les séminaristes du petit séminaire à qui on pose tout un ensemble de questions, alors que c'est des gars reclus. Mais ce qu'on a trouvé à dire, c'est que la jachère, du fait d'être reclus, peut avoir poussé à attraper une petite... Non, mais regardez jusqu'où, je vous prends cet exemple. Et on a noyé le sujet. Je suis de vous raconter l'histoire. Donc, monsieur Michel Ngachou, lorsqu'ils se sont rendus compte que tous les enfants qui étaient au séminaire, d'abord, avaient des pensions qui tournaient dans les 400, 500 000, ils se sont rendus compte que c'était des parents, c'était pas n'importe qui. 500 000 de l'époque, hein. Oui, je dis oui, c'était les enfants de n'importe qui. On s'est détaché du sujet. Plutôt, c'est devenu que tous les parents venaient enlever les enfants. Il a fallu construire la barrière. La barrière, littéralement, à l'époque, là, monsieur Beffet, Monseigneur Beffet était professeur de musique et préfet des études. Je vous prends un temps pour vous, très partant pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Mais là, il y a eu une solution parce qu'il y avait les fils de Bobo, il y avait les fils. Mais là, regardez le mémorial, le mémorial collège. Regardez, moderne. Que le ministre, le porte-parole du gouvernement vient nous dire, René Emmanuel Sadi, que les écoles sont sécurisées. On a attaqué chez Moderne Francisca parce que c'était une école clandestine qui a démarré ses activités qu'en début d'année et que d'ailleurs, monsieur Michel Ngachou, on invite tous les autres écoles clandestines à fermer littéralement le port parce que celles reconnues et conformes sont sécurisées. Et j'attends que le ministre nous dise que c'est bon, c'est une école. Je rappelle déjà qu'il y a eu un communiqué, hein, il y a eu une sortie officielle du porte-parole du gouvernement qui a condamné cette attaque énième de l'école, mais nous aussi, nous condamnons le fait que l'école ne soit pas, mais surtout la dignité des personnes qui soient ainsi exposées. C'est ça qu'on enseigne à Monsieur l'école. Michel Ngachou, à l'époque du non, je souhaite qu'on passe au deuxième sujet. C'est ça, j'aimerais dire une petite chose. C'est ça qu'on enseigne à l'école. Et lorsque vous voyez cette déshumanisation, vous comprenez déjà qu'il y a une perte de vitesse quelque part. C'est l'occasion pour l'État de saisir la brèche, d'entamer directement des discussions avec les leaders anglophones. Et après cela, eux-mêmes, ils vont détecter leurs troupes sur le terrain et les bandits seront exposés. Parce que dans chaque guerre, il y a toujours des bandits qui s'y joignent. Merci Karine. Vous savez, on devait nommer ministre des enseignements secondaires une femme ou une personne dont les enfants sont au lycée, dont les enfants sont en train de suivre le cursus secondaire, monsieur Michel Ngachou. Ne nous poussez pas. Non, j'ai dit on devrait. Ne nous poussez pas. Ne nous poussez pas à dire que nous sommes des ministres qui ont des écoles privées ici. Non, mais quand je parle de... J'ai dit un enfant, j'ai dit le ministre, un responsable de ce département devait être des personnes qui ont des enfants qui fréquentent ici. Parce que tous ceux que vous voyez là n'ont pas d'enfants, n'ont plus d'enfants. C'est des grands-pères, c'est des grands-pères, c'est des grands-mères qui ne maîtrisent plus la réalité, monsieur Michel Ngachou. On a besoin d'avoir des personnes comme l'APE. Pour être responsable de l'APE, il faudrait que vous ayez des enfants dans cet établissement. Vous percevez mieux les réalités, monsieur Michel. Merci beaucoup, Karine. Au moins, la trésorière n'a pas d'enfants là-bas. Voilà. Va-t-on dire justement qu'en ce moment, elle est entendue à la police judiciaire? La Légion des gendarmeries. La deuxième Légion des gendarmeries. Voilà, merci beaucoup. Allez, Karine, deuxième sujet. Les populations du quartier Bobogo, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e, qui sont aux abois après le passage des engins de la mairie de la ville. Ils estiment que la mairie n'a pas respecté les limites énoncées dans les documents officiels pour faire des casses. C'est généralement 7 mètres de chaque côté, sauf que cette fois-ci, la mairie n'a pas respecté ces 7 mètres-là et a traversé. Et les populations disent qu'on a détruit leur maison. Comment est-ce qu'ils vont faire? Les images témoignent bien des lamentations qui se sont déroulées là-bas hier. Et les images, justement, nous les avions regardées, nous les regardons encore pour le moment. Charles Mbadjou, peut-être je commence par vous rapidement, en 1 minute 30 pratiquement. Lorsque la mairie a un espace à viabiliser, 7 mètres des deux côtés, au final, c'est autour de 30 mètres par côté, comment appelle-t-on ce type d'abus? Monsieur Michel Ngachou, il faut commencer par dire que la zone de Bobongo, c'est une zone sinistrée.
après les inondations qu'il y avait eu, il y a beaucoup de personnes qu'on a envoyées dans la zone de Bobongo. Oui. C'est une zone sinistrée où le ministre Satangandi y allait personnellement distribuer des matelas, distribuer des lits, des seaux et consorts. Donc cette zone déjà, c'est une zone sinistrée de Casamance, ce premier point. On a relogé des gens dans cette zone. Des gens se sont battus à monter leur maison. Lorsqu'il y a eu les inondations dans la ville de Douala et que le super-maire de la ville, M. Mbassadine, a fait des descentes, il a demandé à ce que de chaque côté du drain, on libère de 7 mètres. Je dis, M. Mbassadine, qu'on libère de 7 mètres. Sauf que l'équipe qui descend, qui est descendue avec la, comment vous appelez la police municipale et tout, avec à sa tête un colonel à la retraite, M. Michel Gachou, qui est descendu, il a plutôt appliqué des principes militaires qui voudraient qu'on racle et qu'on rase sur plus de 23 mètres de chaque côté. Associé 7 mètres, ça fait 30 mètres. J'ai dit, oui, non, j'ai dit 7 mètres, il racle de chaque côté sur 23 mètres au-delà. Le maire a refusé de recevoir ses enfants, de recevoir ces personnes. Le super-maire de la ville a refusé, je dis bien qu'il a refusé de les rencontrer parce que M. Michel Gachou, on a vu à une certaine époque dans ce pays, j'évoque là le cas de André Fouda à Yaoundé, lorsqu'on initiait des casses, même s'il était en réunion, on lui signalait qu'il y a des populations qui sont là. Il est là d'abord pour les populations. Il a préféré, ils sont allés le rencontrer hier. Il a dit qu'il ne les rencontrait. Enfin, il n'est pas sorti les renseigner, les rencontrer pour qu'ils puissent échanger. La première peine. Je parle de l'actuel maire de la ville. Oui, il n'a pas gagné. Les populations le rencontrer, il ne les écoute pas. Ni le maire et Poupa n'a pu rencontrer ces gens qui sont venus le voir en lui disant mais comment est-ce qu'on veut racler à 23 mètres alors que c'était prévu 7 mètres? Vous laissez les espaces viables où les gens pouvaient circuler et l'aménagement. L'appel qui devait, vous appelez ça quoi? C'est la pelleteuse qui devait aller racler. Elle s'est embourbée. Le camion qui devait venir soutenir la remorqueuse, elle aussi s'est embourbée. Cette remorqueuse s'est aussi embourbée. Ils ont décidé de venir casser. Les populations cherchaient à rencontrer les autorités de la ville qui ont littéralement fermé les portes. Et aux dernières heures, on apprend qu'il y a des individus qui ont fait des marchés, qui auraient fait, entre guillemets, des marchés avec ces personnes qui ont rasé sur 23 mètres pour réoccuper l'espace et lancer des commerces. J'estime quand même dans ce pays, M. Michel Gachou, qu'on est en train de frôler le pays. Et je vous l'ai dit, les rancunes sont violentes. Les gens marchent avec les rancunes, les gens marchent avec des colères, les gens marchent avec la haine dans le cœur, sachant que mon problème vient de telle personne, tôt ou tard. Évitons cette expression. Charles Mbachou, merci à vous. On va peut-être... pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, interpeller le maire de la ville. C'est déjà cassé effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait de ces populations? Mais ce qui est grave, merci. Comment est-ce qu'on peut être maire d'une ville comme Douala? On est à la tête justement d'une municipalité de la ville, les populations sont sinistrées, en train d'être démolies. Lorsqu'ils viennent vous rencontrer, monsieur le maire, vous refusez de les écouter. Il y a une justice des hommes. Et il y a la justice de Dieu. À demain.